Anaïs, si tu peux déjà te présenter donc ton entreprise et puis aussi nous dire dans quelle région tu es. Ça, c'est important aussi, comme ça les gens, ça permet de situer un petit peu. Ok, et ben du coup, bon, moi c'est Anaïs de tout. Je suis consultante, enfin, en comportement canin parce que je bosse que sur du comportement. Je fais pas d'éducation de base ou quoi. Et je suis spécialisée dans les problèmes liés à la séparation, donc tout ce que ça englobe, parce qu'on va voir que ça englobe plein de choses, pas que de l'anxiété et pas que de la séparation. Du coup, je bosse majoritairement à distance, donc c'est en ligne, via Zoom d'ailleurs. Donc, je peux bosser avec des gens dans toute la France, mais je suis basée vers Nancy pour l'instant. Donc voilà. Mais vu que je fais pas beaucoup de présentiel, ma région, c'est toute la France, on va dire. Enfin, tous les pays Oh, francophones, quoi. Ouais. ok. Tu fais quasiment tous tes coachings au niveau de l'anxiété de séparation se font à distance. Ouais, en fait, c'est une problématique qui se traite. Alors, le travail de fond peut se faire à distance, mais généralement, moi, je bosse souvent en tandem avec des éducateurs sur le terrain, enfin en présentiel, pour bosser des choses qui peuvent être liées et qui influencent beaucoup la problématique, ou alors des choses à bosser en amont, parce que c'est hyper important aussi de préparer le terrain. On peut pas commencer comme ça, quoi. Et du coup, donc soit j'ai quelqu'un en présentiel de confiance, soit je le fais moi-même, mais du coup, tu vois, ça a fait un petit chantier en amont avant de commencer à même parler de D'accord. solitude, quoi. Et du coup, on travaille via caméra de surveillance. Donc, moi, sur mon téléphone, j'ai les applications de toutes les caméras de surveillance. Je peux te faire un truc comparatif si tu veux. Et en Sur les gros, qualités. ouais, les gens me mettent en invité sur la caméra et on fait les sessions de travail comme ça. C'est-à-dire que, on est sur Zoom, on a la caméra de surveillance sur le téléphone, on a le chrono, on a le tableau de collecte de données et on fait la session où je leur dis sur Zoom les étapes à faire. On regarde ce qui se passe, comment le chien réagit à la session d'absence, son chronomètre et tout. On écrit Ok. tout dans le tableau et on fait le résumé, quoi, pour adapter la difficulté pour la prochaine session, etc. Et voilà. Mais du coup, la question, c'était tout se fait à distance, oui, D'accord. majoritairement. Oui. Ben, je savais que c'était on en parlera dans le live quand même sur la fin. Je pense que c'est important de comprendre pourquoi c'est possible de le faire à distance, parce que des fois, certains. J'ai déjà eu des clients qui doutaient, mais quelle que soit la Ah oui, oui. problématique, hein, je veux dire, hein, pas forcément celle-ci, de pouvoir travailler à distance sans voir le chien. Bon, là, d'autant plus que c'est souvent quand le chien est tout seul qu'il va développer le trouble du comportement. Donc, finalement, qu'on soit là ou pas là, à la limite, c'est là quand on n'est pas là qu'on voit ce qui se passe. Mais donc, ouais, je pense qu'on reviendra dessus sur la fin pour que. Enfin, je pense qu'avec le live, les gens vont comprendre pourquoi à Oui, distance, ça se voilà. fait. Ok, super. Alors moi, ce que j'aimerais déjà, c'est qu'on commence par la base, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'anxiété de séparation? Comment est-ce qu'on sait que son chien fait de l'anxiété de séparation? Ok. Bah en fait, si tu veux, déjà, l'anxiété de séparation, c'est un sous-problème d'une catégorie beaucoup plus large qu'on appelle les problèmes liés à la séparation, qui va englober, en fait, la définition basique, c'est tous les comportements qui se produisent à une intensité ou une fréquence plus élevée quand le gardien est absent que quand il est présent, à partir du moment où il y a une forme de détresse émotionnelle. Ça, c'est l'aspect qui est hyper important. C'est-à-dire que, par exemple, un chien qui s'ennuie, c'est pas un problème lié à la séparation. C'est vraiment lié à la solitude ou à la séparation, la détresse émotionnelle. Et donc, tu vas avoir plein de comportements différents. Ça peut être tout et n'importe quoi, en fait. Ça peut être aussi l'absence de comportements normaux. Tu vois, par exemple, il y a des chiens qui vont rester en statique pendant 4 heures. Je Euh, t'entends pas très bien. Ah, tu m'entends là, c'est revenu? Merde. Ah non, hein. C'est revenu? Je t'entends plus du tout en fait. Bah alors, allô, allô? Ah, ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est bon? Je sais pas Ouais, ce que tu ouais, fais, ouais. ça a dû couper le micro. Du Bah, coup, t'as ouais, entendu. c'est essayé, c'est peut-être un problème de bande passante en fait, je me demande. Ok, alors, ok, je sais plus où j'en Euh, étais. Tu disais que ça pouvait s'exprimer par plein de comportements différents et que tu as commencé à donner quelques exemples. Ouais, alors ça peut être
tous les comportements qu'on attend de manière assez classique, c'est-à-dire les vocalisations, les destructions, la malpropreté, donc tout ce qu'on voit sans caméra en rentrant chez nous. Mais ça peut être des comportements beaucoup plus discrets. En fait, par exemple, je disais, ça peut aussi être l'absence de comportements normaux. Par exemple, le chien qui va rester figé pendant 4 heures. Et ça, tu le sauras pas si tu regardes pas ta caméra. Ça peut être le chien qui va se lécher les pattes pendant je sais pas combien de temps. Ça peut être le chien qui va tourner en rond. Enfin, il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait des comportements visibles ou dérangeants pour l'humain, quoi, pour qu'il y ait un problème. Et du coup, tous ces comportements-là peuvent être liés à des causes émotionnelles différentes. Il n'y a pas que l'anxiété, il y a aussi de la peur, il y a aussi de la frustration, ça peut être de la panique. Enfin, c'est vraiment plein de choses différentes. C'est pour ça que c'est important de bien les sous-catégoriser parce que ils vont tous se traiter différemment. OK? Ok. Et je fais des pauses pour voir si tu m'entends bien. Oui, oui. Et du coup, voilà, donc différentes causes émotionnelles, différents comportements et aussi différents déclencheurs. Donc, tu vois, il peut y avoir la séparation. Donc là, c'est les chiens qui vont vraiment ne pas pouvoir être gardés, c'est-à-dire que qu'ils soient gardés par des gens qu'ils adorent ou qu'ils soient seuls, ça sera la même détresse émotionnelle. Donc ça, c'est hyper dur à gérer pour le chien et pour l'humain, mais c'est pas les cas les plus communs, hein. Donc, tu vois, ce qu'on appelle anxiété de séparation, c'est défini comme un trouble panique et c'est vraiment ça. C'est le chien ne peut pas être gardé. Et du coup, c'est rare. Enfin, Comment ça, il peut pas être gardé? et ben si tu le laisses, par exemple, moi, Moka, si je le laisse avec mon conjoint, il va présenter exactement les mêmes Oui, comportements oui, que d'accord. s'il est seul, Ok. tu vois. Oui, oui, d'accord. Donc, c'est le chien C'est-à-dire que qui... c'est une personne, c'est un référent qui, quand il n'est pas Voilà. là, va déclencher le trouble. C'est une ou plusieurs figures d'attachement, en gros, ouais. D'accord. Et, Ok. dès que cette personne disparaît du champ de vision, c'est la panique, peu importe si y a la reine d'Angleterre avec le chien ou je sais pas Oui, quoi. oui, je comprends. Ouais, ouais. Donc, tu vois, ce qu'on appelle anxiété de séparation, c'est pas du tout les cas les plus communs, en fait. Le plus commun, c'est ce qu'on va appeler la détresse d'isolement. Là, le problème, c'est la solitude. Donc, c'est juste, le chien ne peut pas rester seul, mais il peut très bien être gardé. À partir du moment où il y a une D'accord. présence, tout est OK pour lui. Mais pareil, dans le terme détresse, ça veut tout et rien dire. Il y a plein d'émotions et de sous-émotions différentes qui rentrent en jeu. Donc voilà, il y a plein de sous-problèmes aussi. Il peut y aussi avoir comme déclencheur juste le fait de ne pas avoir accès à, tu vois, quand il y a une barrière physique, une barrière bébé, la porte, le chien qui va monter en frustration parce qu'il ne peut pas avoir accès à l'humain ou il ne peut pas partir en fait de la pièce fermée. Et il y a aussi le confinement. Donc, le confinement, c'est le chien qui déteste être enfermé dans un endroit clos. Donc, pour certains chiens, tu vois, par exemple, il y a certains chiens des rues pour qui le confinement, c'est la maison entière fermée. Et ça va toujours se rajouter forcément sur un problème lié à la solitude parce que le chien paniquant une fois d'être enfermé en mode claustrophobie, il va développer une mauvaise association avec le fait que le gardien parte, etc. Du coup, voilà, il y a les deux qui se superposent. Oui, c'est Euh, un enchaînement. ouais, voilà. Donc ça, c'est les 4 déclencheurs principaux. Il y en a d'autres, hein, mais ça, c'est les grandes catégories. Il y a aussi ce qu'on va appeler le FOMO. Donc c'est Fear of Missing Out. C'est vraiment l'aspect je râle les premières 15 minutes d'absence parce que vraiment, je suis pas contente de pas voir ce qui se passe derrière cette porte et de pas venir. Mais après, je vais dormir 4 heures et il y a aucun problème. Donc là, c'est pas un problème de détresse émotionnelle. Par contre, il y a des chiens qui vont avoir des seuils de tolérance à la frustration très bas ou une mauvaise résilience face au stress, qui, quand ils commencent un peu à faire du FOMO, derrière, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et puis on passe sur d'autres émotions, ça peut se Ils transformer. n'arrivent pas forcément à redescendre, quoi. Ouais, en fait, c'est des chiens qui n'arrivent pas à s'adapter. Je pense que c'est ça, Oui. c'est des chiens qui n'arrivent pas à s'adapter au fait que le gardien soit parti. Il y a plusieurs émotions, mais en fait, elles sont pas mutuellement exclusives. C'est-à-dire que sur une même absence, le chien peut ressentir plusieurs émotions. Bien souvent, ça part de la frustration, mais après, vu que le chien, il teste des stratégies de gestion pour s'apaiser et essayer de soit fuir le contexte problématique, soit réduire la distance avec le gardien et qu'il n'y arrive pas, tu vois, il perd le contrôle un peu sur l'environnement et du coup, ça tourne en Donc, peur, stress. concrètement, tu penses au chien qui va creuser autour de la porte, des choses comme ça?
Oui, alors après, du coup, en fonction des comportements, maintenant, ils essayent de sous-catégoriser les émotions associées, tu vois. Par exemple, il y a une étude qui disait que les chiens qui détruisent autour des points d'entrée et de sortie, c'est de la peur, alors que le chien qui va aller détruire les meubles ou alors les effets personnels de l'humain, c'est un chien qui essaye de décharger sa frustration et de s'auto-apaiser, D'accord. tu vois. Dans tous les Et cas, ça s'est vérifié ou ça s'est des- vérifié? il y a des études qui l'ont montré, mais c'est des trucs D'accord. anecdotiques. Pour l'instant, il faut savoir que sur ce sujet-là, il y a beaucoup de choses à Ouais. creuser encore. Donc, c'est pour ça que moi, je me méfie un peu. C'est difficile en regardant les comportements de dire, ah, ça, c'est pour sûr de la frustration, point final. Ça, c'est pour sûr de la peur, point final. C'est sursimplifier le problème, en fait, et les êtres vivants, ça fluctue, il y a plein de choses qui se passent. Donc C'est ce qui voilà. fait la difficulté aussi que du coup, il n'y a pas de remède universel. C'est ça. Bah, Parce en qu'il fait, n'y il a n'y a pas pas. une recette pour C'est que ça. tous les chiens se sentent bien quand ils sont seuls, quoi. En fait, il n'y a pas de diagnostic, tout simplement, sur ce problème-là. À ce jour, dans la recherche, il n'y a pas de diagnostic, c'est-à-dire que c'est un syndrome. En fait, on a plein de comportements et on n'arrive pas bien à les sous-catégoriser pour les faire rentrer dans des cases, tu vois, pour dire, ah bah, il fait ça, donc c'est ce type de Oui, oui. sous-problème. Il fait ça, donc c'est ce type de sous-problème. C'est ça qui est super compliqué. C'est que parfois, tu peux pas savoir en une fois. Il faut collecter les données, voir comment le chien est réceptif à certaines pistes de travail, adapter, ajuster et tout. Mais je pense pas qu'on puisse enfermer le chien dans des étiquettes, tu vois, dire c'est ça ou c'est ça ou c'est ça, point. Tu as des idées, ça c'est clair. De toute façon, tous les sous-problèmes demandent un traitement différent et adapté, tu vois. Mais c'est dur d'être sûr à 1000%, je pense, et de l'affirmer, point final. Oui, oui, oui. Oui, puis il peut y avoir un mélange en plus chez le chien C'est comme ça. chez nous, quoi. Je veux dire, ils sont pas Pas du tout, il y a pas ouais. un seul couloir, il peut y avoir plusieurs chemins en même temps Et puis qui sur se une absence de 3 heures, tu as le temps de oui, changer, quoi. oui, de Tu passer vois. des étapes, ouais. Et du coup, il y avait une personne qui mettait dans une des publications où j'ai parlé du live qu'il fallait bien faire la différence avec de l'ennui. Ouais. Bah, c'est ce que je te disais au tout début. Problème lié à la séparation, c'est lié à une détresse émotionnelle déclenchée par la solitude ou la séparation. L'ennui, c'est pas de la détresse émotionnelle, tu vois, ça va être plutôt, il y a des problèmes qui peuvent apparaître, mais c'est à cause de besoins mal comblés. C'est pas la solitude ou la séparation en soi qui déclenche le problème, tu vois. Oui, Et le langage corporel du chien va être complètement différent. La manière dont ça se présente aussi, ça va pas du tout être la même fréquence, la même intensité des comportements. Ça va pas forcément se produire à toutes les absences, tu vois. Un chien qui est en détresse émotionnelle, c'est toutes les absences. Ça se maintient ou ça monte en intensité, tu vois, ça s'arrête pas. C'est vraiment récurrent, quoi. Un chien qui s'ennuie, tu vois bien que si un jour tu fais une plus longue balade ou que tu combles mieux les besoins et que ça se produit pas, bon, bah, tu vois, c'est pas lié à la solitude en soi, quoi. C'est un problème qui est ailleurs, tu vois. ok. Du coup, si par exemple, moi j'ai un chien, ben, en fait, il a tendance, quand je suis pas là, à ronger les pieds de la table et il m'a creusé le canapé. Mais par contre, je l'entends pas forcément aboyer, les voisins se plaignent pas, tout ça. Comment je sais si mon chien, mais par contre, il le fait à chaque fois. Mhm. Euh, euh, je t'ai même Ouais. expliqué. Du coup, comment je sais, moi, si mon chien, il est anxieux quand il est tout seul ou si c'est juste que ses besoins sont pas comblés et qu'il a tendance à s'ennuyer pour diverses raisons, on va dire. Bah, alors, déjà, il faut acheter une caméra. Je pense que c'est le premier truc à faire. Ouais. On branche la cam, on regarde ce qui se passe. Est-ce que c'est le chien qui, dès que vous partez, commence vraiment à s'agiter, à tourner dans tous les sens, et il essaye de décharger son trop plein d'émotions sur les pieds du meuble, par exemple, et il Ouais. continue tout le long, etc. Même s'il s'écroule de fatigue, après il recommence, tu vois, ça peut être de manière cyclique aussi. Est-ce que même si vous essayez de mieux combler ses besoins ou de donner plus de mastication ou je ne sais quoi en fonction du problème, le problème persiste? Si oui, je me poserai des questions. Ça ne veut pas dire que, enfin,
ça peut être plein de problèmes différents, hein, ce que tu dis. Oui, 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 Mais oui. je pense que là, il faut quand même essayer de faire un bilan si vraiment ça perdure malgré tout ça et tout, pour voir s'il n'y a pas d'autres choses dans la vie du chien qui impactent la gestion des absences, parce que ça peut être un beau micmac, en fait, tout est lié, quoi. Donc ouais. Mais Ok. acheter une caméra, regarder le langage corporel, regarder la persistance des comportements, comment ça se présente, etc., Il y a etc. Anne qui dit Fiona va vendre des caméras sur Synologique. Ah bah Écoute, oui, tu es en train de me dire qu'il y avait peut-être des affaires à faire? Non, bah hey, t'en as pas? non. Ah bah écoute, si, ouais. Non, mais maintenant qu'on en parle, et du coup, est-ce que là, c'est vraiment un truc très, très pratique, mais est-ce qu'il y a des caméras, pour les gens en tout cas qui sont sur le live, sans parler de psychologique, mais pour les gens qui sont sur le live et qui aujourd'hui regardent le live en se posant peut-être la question de, tiens, je vais quand même écouter ce qu'elle dit parce que peut-être que c'est ce que fait mon chien, et qui Mm. n'ont pas de caméra, est-ce que tu as un modèle de caméra à conseiller, ou maintenant tout ce qu'on trouve sur le marché, c'est tout bien, quoi. Bah, elles sont toutes à peu près similaires. Après, il y en a une qui bug moins que les autres, c'est Xiaomi Home. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Xiaomi Home, je sais pas quoi. Xiaomi Home. Voilà. Mais après, elles sont toutes. Il y a aussi Tapo, il y a Imolife, il y a Svis. Enfin, elles sont toutes similaires. Ça coûte environ une trentaine d'euros. Ça se Oui, connecte oui, au ça coûte pas très Wi-Fi. cher, ouais. Voilà, mais dans tous les cas, je pense même si on n'a pas un chien qui ronge les pieds de table, mais qui, par exemple, je sais pas moi, est réactif en balade, a du mal à se Ouais. poser et tout, regardez les absences, parce qu'en fait, si on a un chien qui dort super mal pendant toute notre journée de travail, et que derrière on le sort en balade, c'est sûr qu'il est un peu plus réactif, quoi. Donc, il faut peut-être essayer de voir. Je pense que c'est toujours bien de vérifier, quoi. Euh, oui, oui, c'est une très bonne remarque que tu fais là. J'étais en train de lire en même temps une remarque de Myriam. Moi, ça m'est arrivé aussi avec Blue. Et c'est vrai que je pense qu'il y a des gens qui peuvent se poser la question. Je vais avoir ton avis. Myriam, dis-moi, Alexis ne touchera pas une mâchouille pendant que je suis partie. Elle attend mon retour pour s'y attaquer. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu assez fréquemment chez les chiens. Est-ce que ça peut être un symptôme de mal-être chez le chien de ne pas manger quand il est seul? Ça peut comme ça peut ne pas l'être. Il y a plein de chiens qui mangent pas quand le gardien part. Pourtant, ils partent pioncer pendant 4 heures. Il n'y a pas forcément de lien. C'est juste que bah, il Oui. n'y a pas d'intérêt particulier à ce moment-là. La présence du gardien joue aussi sur les motivations du chien. Si les absences, c'est le moment de dormir, bon bah tu vois, il va aller juste dormir. Mais il faut juste vérifier que, il est bien tranquille, quoi, même s'il mange pas. Mais Ok. tu vois, moi, mon chien, maintenant, il reste tout seul et il mange pas ses mastications. Enfin, je peux lui laisser tout ce que je veux, il va pas manger, il va aller dormir. Donc, c'est pas Ok. forcément un signe de Pas maladie. forcément un signe. Ok. Oui, c'est un ensemble de signes, j'imagine, Ah oui, il n'y a qu'il faut. jamais qu'un truc, hein. Il y a toujours plusieurs choses en même temps. Ok. Et du coup, moi, on m'a dit que, en fait, que si je dormais avec mon chien, ça craignait parce qu'il allait faire d'hyperattachement et que du coup, il allait jamais arriver à supporter la solitude enfin, mon absence. Ouais. Alors, l'hyperattachement, ça n'existe pas. Comme ça, on va mettre les pieds dans le Ah plat. non, mais Faux. ouais, moi j'aime bien quand tu dis ça. L'hyperattachement, L'hyperattachement, ça n'existe ça pas. n'existe pas. Donc, quand on dit mon chien, parce qu'en fait, les gens utilisent hyperattachement et anxiété de séparation comme termes interchangeables. On me contacte souvent en mode bonjour, mon chien fait de l'hyperattachement. Quand je pars, il détruit tout. Alors, il y a un gros raccourci qui est fait. Donc, l'hyperattachement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas du tout dans les différents types de liens d'attachement dans la littérature pour les enfants, etc. Chez le chien non plus. Je sais pas pourquoi c'est sorti à un moment donné dans les articles et du coup c'est resté. Oui. Ben, Mais ça paraît logique si ton chien, il est en, alors je sais pas trop, de façon intense, en trop grosse quantité, je ne sais pas, est trop attaché à toi, du coup, ben, il va jamais supporter que tu sois pas là, quoi. oui, ça Ça paraît paraît logique pour logique les à long humains. terme, finalement. Oui, alors qu'au final on a une vision des problèmes du chien qui est vachement centrée sur nous souvent. C'est-à-dire que par exemple il y a des problèmes liés à la séparation qui ressemblent plus à une forme de claustrophobie. C'est l'aspect je ne supporte pas être enfermée
seul, mais ça n'a rien à voir avec l'humain, tu vois. Mais nous, on cherche, vu qu'on n'a pas toutes les réponses, on comble un peu les vides avec ce qui nous semble évident. Et Oui, pourtant, bah, même si c'est provocateur en contre-intuitif, plus. oui, voilà, provocateur. Après, tu vois, c'est comme la dominante, c'est tout. C'est des termes qui étaient utilisés il y a 10 ans. Il va falloir, je sais pas, peut-être 40 ans pour que ça arrête d'être utilisé. Ça prend du temps pour que Oui, ça se oui, oui, renouvelle et que ça bien sûr. s'actualise. Donc voilà. Alors, Et du coup, du coup, est-ce que je peux dormir avec mon chien ou ça oui, craint? C'est la non, pas du solitude. non, dormez avec votre chien. D'ailleurs, en plus, si votre chien, il peut pas rester seul, la plupart du temps, il pourra pas dormir dans une autre pièce seul parce que la nuit, c'est une forme d'absence pour lui. Du coup, si le chien dort mal la nuit et que la nuit, il continue à se sensibiliser aux absences, ça va pas du tout aider pour le reste, en fait, parce qu'il continue à développer une association négative avec le fait d'être seul. En plus, le chien, c'est un dormeur social, donc enfin, c'est pas naturel pour un chien de dormir tout seul. Après, si les gens veulent pas dormir avec le chien, ce que je comprends, ça s'apprend progressivement. Mais en tout cas, ça ne va pas du tout créer de problème liés à la séparation ou à la solitude. Tu vois, ça, dans les études, c'est montré, quoi, que la majorité des chiens, d'ailleurs, qui Oui. souffrent de problèmes liés à la séparation, ne dorment pas forcément avec avec leur chien, avec leurs humains, tu vois. Euh, donc non. Après, alors, il y a toujours une part de vérité dans les mythes, tu vois, c'est pour ça qu'ils perdurent, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fonction des sous-problèmes, on parle pas de la même chose. Par exemple, un chien qui a peur d'être seul, forcément, bah, ça va pas être du tout pareil qu'un chien qui, dès qu'il n'a pas accès à l'humain, frustre, par exemple, tu vois, parce que dans la frustration, il y a le côté j'ai plus accès à un renforçateur qui a de la valeur pour moi, j'arrive pas à combler mes attentes. Et du coup, il y a ce côté attente. Plus forcément on est en proximité du chien, plus il y a des attentes qui se créent. Donc, si on a un chien qui a tendance à frustrer dès qu'on essaye d'ajouter des barrières physiques comme des portes, des barrières bébés et tout, ça peut faire sens, tu vois, de dire essayer d'éloigner le chien en termes de distance. Sauf que c'est pas tellement comme ça qu'on le bosse, en fait. On l'expose progressivement et le but, dans tous les cas, c'est de former un attachement qu'on appelle sécurisé. Tu vois, l'hyperattachement, on le confond avec l'attachement insécure. C'est les mêmes choses pour les enfants. L'attachement insécurisé, c'est l'attachement anxieux. Je suis pas sûre que mon gardien sera là pour m'aider, pour combler mes besoins. Du coup, je m'accroche à lui comme une huître parce que j'ai pas confiance en moi, tu vois. Du coup, il y a beaucoup plus de comportements enfin, sincèrement, je le vois très peu parce que pour moi, c'est soit des comportements normaux, soit c'est lié à un problème plus général. Donc, par exemple, tu vois, il y a des chiens qui sont douloureux, qui vont vachement utiliser leurs humains pour gérer la douleur. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est que du coup, le contact physique produit des hormones et des endorphines qui vont Oui, soulager la douleur. ça va faire Ça, du bien. on le voit pas mal avec les chiens à arthrose, etc. Donc, tu vois. Et il va y avoir aussi tous les chiens qui vont, je sais pas, avoir une forme de trouble anxieux, de stress chronique, qui sont pas du tout apaisés globalement, et du coup ils vont coller pour se rassurer, tu vois. Et le détacher, c'est empirer le problème. Il faut déjà agir sur le fond, l'apaiser globalement pour lui donner confiance en lui et en gros qu'il devienne autonome, quoi. Mais il n'y a pas besoin de créer une proximité de distance ou d'affection pour régler le problème en fait. Donc, il faut toujours creuser et puis chercher, C'est quoi. très, très intéressant ce que tu dis. Je trouve particulièrement la frustration à ne pas pouvoir euh, être là où est l'humain, à ne pas pouvoir le rejoindre, et pas forcément le fait d'être seul sans l'humain, mais surtout de ne pas pouvoir aller en le voyant, des fois même ça va empirer, que s'il y a C'est ça, l'humain, ouais. le chien va même mieux le gérer que quand il est présent mais qu'il ne peut pas le rejoindre. Ouais, ouais, ouais. C'est très très intéressant et c'est pas quelque chose qui est forcément beaucoup communiqué, je trouve, alors que Non, on est très sur la peur, oui, l'anxiété, etc. oui, oui, Il y a quand même autre chose, quoi. Il n'y a pas que oui, ça. Et d'ailleurs, dans beaucoup de cas, c'est quand même l'émotion initiale, la frustration, tu vois. La porte se claque. Ah bah, ouais, je suis pas content, quoi, tu vois. Ça crée
Ça peut créer différentes émotions. Il n'y a pas que la colère non plus, tu vois, parce que ça aussi, c'est la colère partout, pas forcément. La frustration peut mener aussi à de la peur et tout, mais en fait, l'émotion initiale, c'est ah, je peux pas suivre, je peux pas avoir accès à. Du coup, bah derrière, j'essaye de m'adapter, mais j'y arrive pas. Et du coup, Ouais. il y a Oui, plein et de puis trucs. souvent, c'est fait de façon hyper rapide. Ouais, Parce que bah, souvent les gens reprennent le travail et du coup ça n'a pas eu le temps de maturer et de s'installer confortablement. Moi je me rappelle, ça me fait penser à une anecdote parce que je pense que vraiment Tao est concerné par ça. Mais quand il devait arriver, donc j'avais un parc, j'avais installé un tas de trucs parce qu'en plus j'avais les deux chiens, la Blue qui allait faire certainement de la protection de ressources et tout. Donc vraiment fait beaucoup d'installations à la maison pour qu'il y ait le plus de gestion possible grâce aux barrières dans un premier temps. Et en fait, Tao était complètement en panique dans le parc. mm, C'était même si j'étais à côté de lui, en fait, hein, le fait qu'il y ait une barrière, le fait de ne pas pouvoir d'être séparé par quelque chose de physique, c'était quelque chose qui était vraiment traumatisant pour lui. Et du coup, il a fallu vraiment plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec vraiment du travail par palier. Et combien de fois je me suis dit, mais putain, mais heureusement que tu travailles chez toi, quoi. ah Parce bah que oui. si, tu vois, il avait fallu au bout de 15 jours, je reprenne le travail, il n'aurait pas du tout été prêt pour gérer cette frustration de ne pas pouvoir me suivre, d'être obligé de rester dans un endroit, etc. etc. Donc, Ouais. c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment évoqué et souvent, les gens ne prennent pas assez de vacances aussi ou de temps disponible quand ils prennent un jeune chien ou même un adulte hein, d'ailleurs qui n'a pas forcément eu l'habitude d'être tout seul ou qui découvre un nouvel environnement aussi. Hein. Mm. Euh, pour mettre en place tout ça qui est pourtant vraiment le plus subtil et le plus Bah ouais, ouais. important, quoi. Le Et plus tu vois, important. c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est aussi lié à l'attachement sécurisé, tu vois. Le Oui, chiot, il arrive, il te connaît pas, donc il n'y a pas de lien, quoi. Le lien d'attachement, ça se crée, ça prend du temps, ça se façonne et tout. Et la gestion de cette frustration-là aussi, qui n'est pas toujours la frustration, il y a des chiens qui paniquent vraiment quand ils n'ont pas accès, hein. Euh, donc le côté là, c'est aussi la confiance dans le gardien, le fait de savoir que ok il part mais je sais qu'il va revenir, il va pas me laisser un plan là, enfin ça va, il va revenir combler mes oui, besoins parce que faut quand même savoir que le chien en fait est complètement dépendant de nous. Il dépend de nous pour sortir faire ses besoins, pour manger, pour avoir accès au réconfort, à la sécurité, enfin pratiquement tous les besoins primaires du chien dépendent de nous, de notre emploi du temps, de notre routine et tout. Et du coup forcément si t'as pas, enfin un inconnu te laisse dans un parc où t'as pas de téléphone, où tu sais pas comment on sort, rien, t'es là, genre, mais en fait, oui, enfin, oui. Puis il y a pas encore d'habitude de créer, le chien n'est c'est pas ça, encore vraiment chez lui. Enfin, c'est vraiment tout un c'est ça. ensemble Et qui dans est ces moments-là, euh, tu vois, il va peut-être avoir tendance à plus te coller, mais c'est pas du tout de l'hyperattachement, c'est juste qu'en fait, il n'y a pas encore on a de... besoin. On peut pas être trop attaché, par contre, on peut être mal attaché, tu vois. Alors, c'est quoi mal attaché? Bah, l'attachement insécure, c'est l'attachement anxieux. C'est pas mal, genre, pour culpabiliser n'importe Oui, qui, oui, hein. C'est plutôt oui. l'aspect, justement, j'ai besoin que mon gardien sache m'aider quand je suis en difficulté. Donc, ça demande aussi qu'il sache lire mon langage corporel, qu'il sache me sortir des situations difficiles. Tu vois, c'est pour ça que c'est un travail global aussi, pour que le chien soit mieux dans ses pattes et donc puisse devenir autonome et faire sa petite vie tranquille, quoi. Tu vois? Oui. C'est Euh, ouais, c'est savoir gérer sans forcément l'aide de mon gardien tout le temps, quoi. Comme ça, quand je suis seule, ça va mieux. Moi, je suis quelqu'un de super anxieuse et quand je m'en vais, en fait, je me sens pas bien du tout de laisser mon chien à la maison tout seul. Est-ce que je risque de lui transmettre? Est-ce qu'à cause de moi, il va devenir anxieux? Alors ça, c'est une grande question. C'est dur de répondre rapidement, hein. Ah, je te les donne tous, hein. Ouais, bah ok. Alors, parce que enfin, j'aime bien répondre avec des nuances. Du coup, forcément, ça prend plus de temps. Mais et puis surtout, j'aime pas faire culpabiliser les gens et tout parce que c'est pas vrai. Généralement, les problèmes liés à la séparation du chien, ils sont toujours multifactoriels. Donc, il y a jamais une seule raison. Tu sais, les gens, ils viennent, ils me disent, ah, c'est ma faute. Oui, c'est C'est pour ma ça que faute. je le soulève Ouais. parce que je sais que tu vas me dire que C'est pas votre c'est faute, c'est pas exactement tu vas possible. le nuancer. Oui, C'est pas, il y a pas qu'une seule raison, c'est pas possible. C'est comme l'apparition des peurs. Il y a plein de facteurs différents, c'est multifactoriel.
Et du coup, c'est très peu probable que ça soit la faute d'une seule personne qui ait tout fait mal, tu vois. Donc, il y a toujours ça, plus un terrain propice, en fait, de base. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as des chiens, ils n'ont jamais eu de problème. Et puis d'un coup, il y a un déménagement. Et puis, bouf, ça y est. Ouais. Ça va pas. C'est parce qu'en fait, le terrain était là, tu vois, et il suffisait d'un déclencheur, un gros changement, quelque chose, pour que ça sorte. Donc, bref, je suis anxieuse, j'ai peur de laisser mon chien. Est-ce que je peux lui transmettre? Je pense que ça dépend des attitudes aussi que tu as au départ et de comment Enfin, déjà, c'est hyper dur parce que c'est hyper lié à la psychologie, en fait, sincèrement. Tu vois, il y a beaucoup de choses dans le travail des problèmes liés à la séparation qui secouent un peu l'humain aussi parce que ça introduit des remises en question sur pas mal de choses. Et justement, ces liens d'attachement. Parce qu'il y a des études qui ont montré qu'en fait, il y a un effet miroir entre les liens d'attachement. Donc, si moi, je suis quelqu'un de très anxieuse dans mes relations, que j'ai toujours peur d'être abandonnée, que j'ai toujours peur qu'on m'aime plus et tout, tu vas avoir tendance, en fait, à avoir ce lien d'attachement-là envers ton chien et du coup, lui envers toi. Et du coup, ça peut rendre plus probable l'apparition des problèmes liés à la séparation. Ceci dit, le lien d'attachement, c'est pareil, c'est qu'une cause parmi plein d'autres, en fait. Donc, il n'y a pas que ça, il y a toujours autre chose en même temps. Et parfois, ça n'a rien à voir avec le lien d'attachement. Tu vois, c'est ça qui est compliqué. Mais en gros, il y a Ouais. quand même un côté, dans toute relation affective, le lien d'attachement humain-chien, c'est le même qu'entre une mère et un enfant. Tu vois, dans les études, ça a été prouvé. Donc forcément, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Il y a beaucoup de choses qui se projettent. Et du coup, il faut aussi voir un peu, nous, où on en est et comment ça se manifeste dans notre relation avec notre chien, comment on réagit. Je sais pas quand il a peur, comment on réagit quand il a besoin d'aide pour se calmer parce qu'il est énervé, tu vois. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se... Comme avec les enfants. Enfin, t'as des enfants, quoi. Donc, tu vois bien que... Je m'en sors mieux avec les chiens Ouais. quand même. Ouais, mais tu vas vite reproduire, en fait, si tu veux, des schémas qui t'appartiennent Oui. de par ton histoire et tes Oui, casseroles à oui, même toi. des fois des schémas que t'as pas envie de reproduire C'est ça, d'ailleurs, mais tu les exactement. reproduis quand même. Et c'est pour ça que des fois, les chiens, ça te met un peu quand même face à ta merde, si on veut dire les Tout choses. à fait. Tout à fait. Donc sur ce côté-là, oui, c'est possible. Après, tout dépend de l'état de la personne quand elle part en absence, tu vois. Avoir une Oui. routine de Ce départ qu'elle va qui est... envoyer au chien, j'imagine. Voilà. C'est, tu sais, c'est le côté ignorer son chien ou pas au moment du départ. Euh, Oui. je pense qu'il Alors faut trouver justement, juste un bon juste milieu qui convient à tout le monde. Il y a des chiens, tu vas leur faire des gousi-gousi, ça va les activer avant le départ et du coup, ils vont rater le départ, tu vois, ça va les mettre en niveau d'éveil oui. beaucoup plus élevé, ça va rater le truc. Il y a des chiens, tu les ignores, ils vont se dire, qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu vois, non. Il y a des chiens qui ont besoin de signaux très prévisibles, tu vois, genre tu dis toujours la même phrase ou toujours le même mot, et du coup, ça dose bien leurs attentes. Ils disent, OK, elle m'a dit ça, donc je ne vais pas suivre. Du coup, je sais à quoi m'attendre. Du coup, bah, j'ai pas de frustration, tu vois, parce que j'ai été prévenue. Euh, mais après, du coup, si tu es assez anxieux et que tu as peur de partir et que tu vas voir ton chien pour extérioriser, il y a moyen quand même qu'ils sentent deux, trois Oui. trucs, tu vois. Donc, dans ce cas-là, peut-être T'inquiète avoir pas, une... mon chéri, je vais revenir, ça va bien se passer, maman elle revient, et vas-y que tu envoies beaucoup de finalement de d'émotions que le chien va percevoir, quoi. C'est ça, Finalement, comme il y a quelque sur... chose de louche qui va se passer. Voilà, alors moi je déteste culpabiliser les gens parce que c'est pas le but, mais ce que je veux dire c'est c'est une question d'attitude. On leur demande pas de plus être du tout stressés quand ils laissent leur chien, tu vois. Mais juste filmez-vous, faites gaffe à votre attitude. Qu'est-ce que vous faites qui déclenche le chien? Et du coup, comment on peut faire différemment? Tu vois, des fois c'est juste parce que dire arrête de stresser, ça n'a jamais guéri quelqu'un. Donc, Non, ça marche pas comme ça, malheureusement. et surtout si le rituel est associé à des absences hyper dures, quoi. Forcément, le chien, il se dit, oh, ça y est, elle Oui. recommence. Du coup, ça y est, elle va être partie pour 4 heures et moi, je vais stresser dans mon coin, quoi. Tu vois? Donc, euh, donc Est-ce que voilà. du coup, pareil, le conseil de ignorer, je vais regarder vos questions, hein, mais déjà, j'en déroule une partie. Est-ce que déjà, est-ce que aussi le fait d'ignorer son chien
Donc, au retour à la maison, c'est un bon conseil. Pareil, c'est un conseil qu'on entend quand même assez souvent. Ignorer le chien en retour, ça changera rien en fait, parce que si le chien il monte au plafond d'excitation parce qu'en fait il a passé 3 heures à stresser complètement et que là il décharge, que vous l'ignorez ou pas, ça va pas du tout changer son association avec l'absence. En fait, les comportements au retour, c'est un peu un symptôme du niveau d'éveil qu'il y a eu pendant l'absence. Du coup, bah, si le chien il a flippé, on peut très bien aller le rassurer en mode c'est bon, c'est fini. Après, tous les chiens feront la fête, hein. Même un chien qui a pas du tout de problème, il fera la fête. Faites la fête, il n'y a aucun problème, ça va pas du tout créer de soucis ou quoi que ce soit, non. Mais, euh, mais non, non, bah, moi je vois aucun souci. D'ailleurs, tous mes clients, je leur dis, mais allez là, faites-la. Là, il vient de faire 2 minutes 30, donc faites-lui la fête, tu vois. C'est vraiment le côté. La banalisation du départ et du retour, c'est deux choses différentes, tu vois. C'est sûr Ok. que activer le chien au départ, c'est peut-être un peu pas, enfin, c'est pas productif. Le retour, bon, bah, une fois que c'est fait, c'est fini, quoi. Ok. Tu peux faire la fête. Moi, j'ai eu un chien. En fait, il était tellement pas content que je le laisse tout seul que, en fait, de vengeance, il m'a détruit plusieurs canapés. Et du coup, en fait, tout le monde dit que le chien, il sait pas, mais moi, quand je rentrais, en fait, et à la tête qu'il avait, il savait très bien qu'il avait fait une bêtise. Quand je le dis exactement comme il fallait. C'est bon. Du coup, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là quand mon chien essaie de se venger, que Alors. je le laisse tout seul? J'aime bien tes questions. Le chien n'essaye jamais de se venger et du coup, la tête qu'il fait quand vous rentrez, souvent, c'est qu'il va anticiper vos comportements à vous parce que il sait que quand vous rentrez d'absence et que, bah, en fait, pour lui, quand vous rentrez d'absence, il va se faire engueuler, quoi. Et il sait pas pourquoi et il sait pas comment, mais du coup, il fait plein de signaux d'apaisement en mode je veux éviter le conflit, etc. Donc il y a pas de concept de culpabilité ou de vengeance chez le chien. Ça, D'accord. c'est même vérifié. En fait, il y a eu des expériences, je pense. C'est pas Charlotte Duranton qui l'avait fait ou Oui. je sais plus. Mais en tout cas, En fait, elle avait mis, je vous l'avais mis dans le groupe cette vidéo où elle avait, en fait, il y avait de la nourriture mise dans une assiette. La personne demande à son chien de laisser et elle devait partir. ah oui. Et quand elle revenait, en fait, la nourriture avait été mangée. Enfin, il n'y avait plus rien dans l'assiette. Et en fait, les chiens manifestaient des comportements de j'ai fait une bêtise. Alors que dans l'eau, il y avait des chiens à qui on avait retiré la friandise, mais qui ne l'avaient pas Mhm. mangée et qui présentaient quand même le comportement de j'ai fait une bêtise, pardonne-moi, pardonne-moi, mon Dieu. Ouais, Voilà. ouais, Ça montrait qu'en fait, c'est surtout le langage corporel de l'humain tout à qui fait. provoque ces comportements-là que cette notion de j'ai fait une bêtise, pardonne-moi, quoi. Le langage corporel et l'expérience, du coup, parce que moi, j'ai beaucoup de chiens qui se sont fait beaucoup engueuler au retour, et du coup, ils anticipent même quand il n'y a rien eu, quoi. Oui. Donc voilà, et dans tous les cas, même un chien qui détruit la baraque, il va pas faire ça pour se venger ou je sais pas quoi. Il va faire ça pour plein de raisons différentes, mais pas pour ça. Ok. Bon, je le saurai au moins maintenant. Un truc plus sérieux, j'ai entendu dire que l'anxiété de séparation pouvait avoir une part génétique. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose qui a été vérifié depuis? Parce que c'était un stage que j'avais entendu ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui s'est vérifié depuis? Est-ce que tu as des infos? C'est-à-dire que sur une portée, si sur les parents, un des parents présente de l'anxiété de séparation, c'est quelque chose qui peut être transmis de façon génétique à certains, peut-être pas tous, mais chiots de la portée. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est vérifié? Est-ce que tu sais ou pas? Alors, il y a eu des études, mais c'est encore à vérifier. Il y a eu des études qui ont montré qu'il y avait des marqueurs génétiques qui se transmettaient en fait de génération en génération. Des marqueurs aussi de comportement affiliatif, donc tous les comportements justement de demande d'affection et tout. Il y a eu aussi des études sur est-ce qu'il y a différentes races qui sont plus ou moins prédisposées, etc. Mais ça a rien donné de bien fou, quoi. Mais en tout cas, si tu veux, l'anxiété de séparation, si tu me parles vraiment de ça,
c'est un trouble panique, une peur, tu vois. Et les peurs, par contre, c'est très renseigné qu'il y a des origines génétiques dans le développement d'une peur. Oui, oui, je parle vraiment de l'anxiété de séparation pour le coup. Ouais, mais du coup, vu que c'est une peur comme une autre, ça peut être, tu vois, c'est comme la peur des bruits ou autre, c'est une peur. Donc, D'accord, ça peut être la peur qui va être c'est transmise, mais ça. pas forcément celle de séparation. Ça va C'est-à-dire être globalement, le un chien sera pas très tempérament. anxieux. Ouais, voilà, le tempérament anxieux, le tempérament, ou alors le seuil de tolérance très bas à la frustration, tout ça, c'est des trucs, tu vois, qui circulent. Donc oui, il y a certainement un terrain génétique, mais il faut encore plus de résultats pour le prouver. Le truc, c'est que tu vois, vu que c'est difficilement, enfin, c'est dur à diagnostiquer, c'est Oui. dur à faire les études. Donc c'est pour ça qu'ils galèrent un peu, je pense, mais en tout cas, oui. Dans les peurs, il y a des terrains génétiques. Après, il n'y aura pas que ça. C'est toujours une interaction entre plusieurs facteurs. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est la Oui. génétique plus, je sais pas, l'environnement ou la génétique plus les mauvaises expériences ou etc. Ou autre chose. Tu vois, c'est des combinaisons de différents facteurs. Alors, je descends un peu parce que du coup, je vous ai pas abandonné, mais je voulais quand même qu'on déroule un peu certaines choses qu'on entend de l'ordre des idées reçues. C'est quand même Attends, et super. juste, moi j'en ai une bonne idée reçue. Un chiot Allez, ne peut vas-y. pas faire d'anxiété de séparation. Tu sais, il y a souvent ce truc-là de oh, c'est qu'un chiot, il va s'habituer, ça peut pas être de l'anxiété de Ah oui, oui, séparation. oui, oui, oui. Tu vois, c'est une page blanche, le chiot. Bah, en fait, non, parce que ce qu'on disait, c'est que si vous prenez le facteur génétique et par exemple, je sais pas, un éleveur un peu bancal qui a trop séparé les chiots de la mère tôt, Oui. et ben en fait, vous avez déjà une combinaison de facteurs et du coup, le chien, en arrivant chez vous, il a déjà le problème. Donc, tu vois, il faut pas rigoler avec les chiots qui présentent des comportements comme ça parce qu'ils marquent très vite. Donc, plus ils encaissent les mauvaises expériences, plus ça va se tasser bien Ouais. dans leur cerveau, quoi. Ouais. Est-ce que, parce que moi, c'est pareil, tiens, je rebondis sur ce que tu dis. Ça me fait penser aussi quand j'ai eu ma première fille humaine. En fait, le problème, c'est que si le chiot il pleure la nuit et que tu vas le voir, ben, il risque de recommencer parce qu'il sait que quand il pleure, tu viens le voir. Est-ce que du coup, il faut qu'il apprenne un peu à la dure quand même à être seul? Ou est-ce que je dois aller le voir et je prends pas de risque de me retrouver dans un engrenage dont je me sors pas? On donne le même conseil au bébé hein, quand même. Hein. Ah oui, oui, bah oui, alors Exactement oui. la même chose. D'ailleurs, ça m'a vachement perturbée moi quand j'ai été primo-maman Ouais. parce que on entend tout et le contraire et on sait plus quoi faire voilà, quand on est un peu anxieux. Du coup, est-ce que du coup ça craint d'aller voir mon chien quand il pleure? Est-ce que je dois attendre vraiment qu'il hurle à la mort pour aller le voir, pour être sûr de pas tomber dans l'engrenage de je pleure pour que maman arrive? Donc là, tu parles la nuit ou en général? Les premières nuits? Oui, souvent bah, les premières nuits, quoi. Quand Ouais, Mais bon, chiot ou chien adulte, hein, je veux dire, finalement, un chien adulte qui vient d'être adopté peut peut-être tout à présenter fait, des ouais. comportements similaires. Hein, on le voit plus souvent, on en parle plus souvent sur les chiots et on entend souvent le conseil de le laisser enfermer dans la cuisine, par exemple, parce qu'autrement, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Ok. Bah, du coup, moi, j'aime bien poser la question, qu'est-ce qui va apprendre le chiot si on le laisse pleurer et qu'est-ce qu'il va apprendre si on vient le rechercher? Parce que tu vois, c'est intéressant. Si on vient le rechercher alors qu'il est en galère, il va apprendre que bah, ses gardiens, ils sont fiables, qu'il peut avoir confiance en eux, que du coup, on le laisse pas dans la merde. Il va former un attachement sécurisé et du coup, il va apprendre petit à petit à devenir autonome et à rester seul. Si on le laisse dans la merde, il va apprendre que la solitude, ça fait peur, que personne ne l'aide, que du coup, ses gardiens sont pas hyper fiable et que en fait bah il peut rester en détresse, personne viendra l'aider quoi. Et ça va se répercuter sur plein d'autres compétences de vie. Donc je pense quand on adopte un chien ou un chiot, il faut pas hésiter à dormir avec direct les premières nuits, même si on veut pas dormir avec toute la vie hein, c'est pas grave. Le but c'est bien s'attacher pour après prendre le large. Je t'entends plus de nouveau. Je sais pas Ah, si il y a que moi qui ai ce souci-là, si ça se retrouve sur est-ce que le. là ça Oui. remarche? Ouais. 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 Tu Peut-être m'as quand tu activé t'éloignes trop ou je sais pas. Ouais, je sais pas. Je sais pas, mais du coup, là, c'est bon. Ah, là, c'est bon, c'est nickel. En fait, ça dure quelques secondes. Ok. Du coup, je sais plus où j'en étais. Le chiot la nuit, c'est ça. Dormez avec le Oui, chiot la mais nuit. si, oui, tu comparais si tu allais le voir quand il pleure ou si tu n'allais pas le voir quand il pleure.
Oui, et puis en fait, avec un chiot ou un chien, quand on vient de l'adopter, essayer de dormir avec la première nuit, même les premières nuits, justement, le temps qu'il atterrisse, qu'il se sécurise bien dans l'environnement et dans les attachements avec vous et tout, pour après lui apprendre progressivement, si vous voulez qu'il dorme ailleurs, soit. Mais les premières nuits, le laissez pas hurler. En fait, c'est un super moyen pour créer des sensibilités qui ne sont pas là, quoi, tu vois. Donc, Oui, donc ça risque plutôt de faire l'inverse. ça risque de créer des problèmes. Tout à fait. Alors attends, je reprends quand même un peu le fil des échanges sur le live. En Allemagne, les gens prennent des vacances pour accueillir leur chiot et l'habituent aux absences petit à petit. C'est là-bas qu'on m'a dit un chiot au début, ça ne reste pas tout seul. Bah, c'est très bien, ils sont bons les Allemands. Mais pour les animaux, ils ont, de manière générale, ils sont dans le bien-être animal depuis bien plus longtemps que nous et donc ils sont beaucoup plus évolués que nous Ah bah là, je sur suis ça. à Munich et donc je te dis, tous les chiens, ils ont leur petit manteau d'hiver, le harnais en H, la longe. Enfin, c'est un Ah truc de ouais, fou. Ouais, ouais, ouais. tu Rien vois à pas de voir. collier étrangleur, des saccades. Rien à voir. Jamais vu. Ah ouais, Non, non, ah ouais. non. Ça doit être reposant du coup. Ouais. J'ai Laura. Salut Laura. Est-ce que le comportement en extérieur versus intérieur est un bon indice pour déterminer une détresse d'isolement? Par exemple, un chien qui détruit à l'intérieur, mais pas dans le jardin. Je sais pas si j'ai compris la question. Ouais, j'essaie de la relire. Du coup, est-ce que le comportement en extérieur versus intérieur est un bon indice pour déterminer une détresse d'isolement? Par exemple, un chien qui détruit à l'intérieur, mais pas dans le jardin. Laura, est-ce que tu peux reformuler la question, en fait? Je comprends pas, on comprend pas ta question. Mon chien est dépendant en extérieur, par contre, à la maison, non. C'est quoi ça? Il dépend en extérieur, mais par contre, à la maison, non. Je Je sais sais pas. pas ce que ça veut dire, dépendant en extérieur. Indépendant en extérieur. Indépendant, indépendant ou Attends, dépendant? non, non, Nadine dit, ah non, tu dis et indépendant en extérieur, par Oui. contre, à la maison, non. Ah oui, d'accord, t'avais mal écrit, ok. Ok. Moi, je suis devenue anxieuse de le laisser, mais c'est à cause de sa panique. Ah oui, donc toi, Ah c'est oui, le fait oui. qu'il soit anxieux qui fait que tu es devenue anxieuse. Mais oui. Bah, en fait, la sensibilisation, elle se fait des deux côtés, hein. Donc, Ah oui, oui, c'est vraiment un trouble du comportement qui est particulièrement et puis difficile. voir ton chien en détresse sur caméra, il y a des gens pour qui c'est une forme de, tu vois, ça choque quoi. Enfin, ils sont un peu traumatisés, disons-le, tu vois. Derrière, ils osent plus du tout faire, ils osent plus l'exposer au moindre petit signal de stress, c'est la panique totale. Et du coup, là, il y a un travail à faire des deux côtés, quoi, parce qu'il y a un blocage. C'est normal, hein. Enfin, c'est des fois tu vois des trucs Quand tu es ultra durs. attaché, oui, oui. Mm. Moi, des Alors, fois, je vois des images de chiens qui se tapent la tête contre une vitre pendant 1 heure pour essayer de péter la vitre et sauter par la fenêtre. Et du coup, il y a du sang partout et tout. Enfin, tu vois ça avec ton chien, t'es traumatisé, oui, tu vois, il y a quand même... ouais, là, c'est du dur, oui. tu vois, c'est Et dur. t'arrêtes de travailler, tu démissionnes, je sais pas. Ouais, c'est ça. Ça doit être affreux d'aller travailler en sachant ça. Laure dit dans une communication animale, Milou a dit que quand je pars, vu dans l'état où je suis, il se demande ce qui m'attend dehors et ce qui va m'arriver. Et que ça l'inquiète car il veut être là pour moi et je sors affronter quelque chose de compliqué visiblement et lui ne peut pas être avec moi. Bon, c'était à un moment donné, sûrement pas la seule raison, mais bon, là, dans ce cas, mon état émotionnel, c'était un gros facteur, on dirait. Ok, donc là, c'était dans le cas où toi, t'es pas super à l'aise de sortir, mais pas forcément parce que tu laisses Milou, mais parce que t'as pas forcément envie de sortir pour diverses raisons. Mm. Le sujet est vraiment pointu, oui, 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 Johanna, c'est pour ça que, franchement, si vous avez un problème là-dessus, il faut voir quelqu'un de spécialisé. Personnellement, si j'avais un problème d'anxiété de séparation enfin, ou de stress de séparation, d'isolement, machin, euh, j'irai voir un AIS. Même, j'ai pas assez de connaissances dans ce domaine-là pour être capable de faire ça correctement. Euh, Chez mon mari, il dit, moi j'ai 2 whippets, mais ils s'en moquent quand je pars en déplacement. Bon, bah écoute, Non très mais bien. qu'est-ce que tu fais sur le live, toi d'abord? Alors.
Alors attends, je viens aux questions parce que là, Izzy, dès qu'il entend sa playlist, il sait et va se coucher. Ah bah voilà, ça c'est un rituel, la playlist. Super. En fait, quand on fait les protocoles des sensibilisations, généralement, j'aime bien rajouter des nouveaux signaux associés aux exercices qui vont être safe, parce qu'on va jamais exposer le chien à une difficulté plus grande que ce qu'il peut tolérer. On va rester en dessous de son seuil de tolérance. Et en fait, plus tu associes ça à certains signaux ou la mise de la musique, mais en fait, souvent, c'est même juste mettre la caméra, tu vois, ou Oui. et bah du coup, c'est le signal que bah, c'est l'heure d'aller dormir. Et en fait, après, tu fais ça pour tous les signaux de départ. Donc, par exemple, tu mets tes chaussures, ton chien, il te regarde et il va se coucher, quoi. Et ça, c'est plutôt cool. C'est vraiment essayer Ouais, du de coup, le signal banaliser. est associé à quelque chose de zen si le chien Ouais, c'est va ça. On se n'essaye poser. pas, en fait, on n'essaye pas d'associer les absences à quelque chose de positif. On Mm. essaye de banaliser l'événement. Les C'est pour ça postes. Voilà, c'est pour ça qu'on n'utilise pas de nourriture parce qu'on travaille pas comme ça et parce que l'ordre des choses n'est pas le bon, tu vois. Euh, Normalement, c'est le chien voit un truc qui fait peur, on lui donne une friandise pour qu'il associe. Ah, là, le truc qui fait peur, cool, en fait, j'ai mieux à faire. Sauf que là, en fait, on donne la friandise et après on part. Donc, l'événement, c'est dans le... Du coup, la friandise prédit le truc qui fait peur. Donc, des fois, il y a des chiens qui ne bouffent plus rien, tu vois. La méthode, mettez la gamelle quand vous partez. Ça, c'est terrible. Parce qu'en fait, déjà, on joue sur les besoins primaires. Donc, c'est vraiment pas cool. Parce que voilà. Et ensuite, le chien, après, il ne va... Enfin, Besoin primaire, le fait de manger son repas manger. est un besoin primaire, le Voilà. fait de se nourrir, quoi, en fait. C'est ça. Et du coup, en fait, après, les chiens, ils deviennent là, anorexiques. Dès que tu sors la gamelle, ils partent. Et puis, ils commencent à stresser, quoi. Enfin, comme quand tu mets tes chaussures. Donc, il y a un truc à merder. J'imagine que ça fait pareil si tu donnes un jouet garni et Mm. que tu t'en vas ou des enrichissements. Les enrichissements, j'aimerais que tu fasses un petit point là-dessus d'ailleurs sur tout ce qui est mastication. Et là, pour le coup, ça va pas aller dans le sens de la boutique, mais ça peut pas tout le temps y être. Pas de Euh, faire là-dessus. ouais. Du coup, à quel moment est-ce que ça peut être nocif de proposer de la nourriture à son chien, donc de laisser de la nourriture à mastiquer, ou sans parler de sécurité, là, on va parler, pas parler de sécurité masticatoire, tout ça, mais vraiment sur l'état émotionnel du chien, est-ce que le fait de laisser un jouet avec de la bouffe dedans, est-ce que ça craint ou pas? Et si oui, dans quel cas ça craint, dans quel cas ça craint pas? Alors, ça craint, en fait, enfin, c'est compliqué parce que ça dépend le problème, tu vois. Donc, il y a plein de réponses en fonction du problème. Les chiens qui ont pas du tout de problème, ça craint pas, on s'en fout. Les chiens qui présentent une légère frustration, ça permet de faire diversion au moment du départ. Du coup, ils voient pas ce qui se passe parce qu'ils ont mieux à faire. Du coup, après, ils vont se coucher, tu vois. Mais là, je te parle vraiment des chiens qui font du FOMO, comme je te disais tout à l'heure. Tu sais, genre, Oui. je suis pas content pendant 15 minutes parce que je vois, j'assiste au départ et après, je vais me coucher. Ce type de chien, tu leur mets un Kong, ils voient pas le départ et après, oh bah, ok, je vais dormir, tu vois. Mais par D'accord. contre, dès qu'il y a une plus grande détresse émotionnelle, donc peu importe l'émotion, hein, parce que la frustration, pareil, ça peut monter, 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 ça peut vraiment, enfin, ça peut être une forme de détresse émotionnelle. Et du coup, là, bah, soit de toute façon, ils vont pas toucher la bouffe la plupart du temps, soit ils vont manger de manière ultra frénétique et après ils vont regarder, puis en fait ils vont paniquer tout de suite, donc ça sert à rien. Et dans le pire des cas, ils vont se dire, ah bah dès qu'elle sort un enrichissement, elle va partir. Du coup, les enrichissements, c'est pas possible. Enfin, tu vois, ça les stresse, quoi. Ok. Mais par contre, les enrichissements, ça s'utilise hors absence. Ça soutient très bien le travail global, en fait, tu vois, parce qu'on Ah oui. met, ouais, on met toujours en place le travail global de fond, pas du tout lié à la solitude, mais tu vois, pour bosser bah, l'apaisement, la confiance en soi, savoir résoudre des petits défis, enfin, tu vois, vraiment des trucs, être un peu persistant, blablabla, tout ça, c'est top. L'année dernière, j'avais fait pour Halloween en 2022, j'avais fait un live sur la peur, parce que c'était un peu le sujet d'Halloween, le thème d'Halloween, la peur et les jeux, tout ce qui était jeux de Ouais, réflexion. Parce que je trouvais que justement, dans la peur, il peut y avoir un manque de confiance en soi chez le chien, carrément, ouais, ouais. le besoin de voir qu'il est capable
de réussir certains défis par lui-même, tout seul, etc. Et du coup, il y a certains jeux d'enrichissement qui sont vraiment super, en fait, pour pouvoir aider le Carrément. chien. Ça va pas suffire, évidemment, hein, mais ça va vraiment y contribuer, en tout cas. Et aussi, Mais tu là, vois, pas tout seul, quoi. c'est ça. Mais c'est pareil pour la frustration parce que vu que le problème, c'est des chiens qui ont vraiment du mal à ne pas avoir accès à un renforçateur, si tu as des enrichissements adéquats, à une difficulté adaptée au chien, il doit apprendre justement à ne pas avoir accès à la nourriture tout de suite parce qu'il doit chercher, il doit lécher, il doit, tu vois. Du coup, ça bosse aussi ça. C'est con, hein, mais les compétences de vie, ça se bosse vraiment dans des petites choses comme ça qui sont pas forcément un travail de malade, mais petit bout par petit bout, ça aide quand même. Oui, ça, c'est un désingrédient, on va dire. Voilà. Donc, ouais, vous avez plein de petits rituels. L'essentiel, c'est que du coup, vous ayez trouvé vos rituels entre vous. Anne, elle fait rien de spécial. Ah oui, et quand Ouais. Nawel voit que je n'ai pas mis la tenue pour balader, elle sait que je pars seule. Donc, pas de souci. Donc, il y a quand même, en fait, un rituel. C'est ta tenue de balade. Et des fois, l'absence de signal, c'est un signal, hein. Donc, en fait, il se passe rien, bah, le signal, c'est il se passe rien. Enfin, tu vois, Oui, il- oui, tout le monde a un rituel, en fait, mais c'est juste que oui, oui, soit... oui. Le chien, lui, nous, on a l'impression qu'on n'en a pas, mais le chien, lui, il va les détecter, en fait. C'est un Kelly, un autre, problème, des fois. hein, oui. Un autre exemple, un chien qui fait souvent ses besoins à l'intérieur faisait sa tête de bêtise. Un jour, il l'a fait aussi, mais parce que la machine à laver avait fui. Donc, il y avait une flaque à terre, humain pas content. Ben, si, en fait, Kelly, c'est ce que disait Anaïs tout à l'heure, c'est que si à chaque fois il faisait ses besoins quand les humains n'étaient pas là et que donc du coup il se faisait gronder au retour de ces humains, en fait là pour le coup le chien a fait aussi la tête à bêtise, pas à cause de la machine à laver, mais parce qu'il se fait régulièrement houspiller quand les humains rentrent en fait. Si j'ai bien compris ton exemple. Patricia, oui, donc elle demande, il y a des races plus sujettes. Mon frère a un whippet. Apparemment, beaucoup de whippets, ils sont sujets. C'est vrai que je suis sur un groupe de whippets, c'est un sujet qui revient quand même assez fréquemment. Est-ce que toi, c'est une race que tu as eue plus fréquemment sur ce sujet-là ou pas forcément? J'ai jamais eu de whippet. J'ai une Saluki, mais ça compte pas trop. Enfin, c'est pas un whippet, quoi. Après, les races, il faut faire gaffe parce qu'il y a beaucoup de biais de confirmation, parce qu'il y a aussi des effets de mode aussi en fonction de certaines races qui font que forcément, proportionnellement, bah, statistiquement, il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait des chiens qui présentent ce problème-là. Euh, les études sont pas, tous les résultats sont contradictoires, donc en fait, il n'y a pas tellement de races qui ressortent. Par contre, les fonctions des races, ça peut jouer sur certains comportements. Par exemple, tu vois, on parlait des chiens qui suivent partout. Moi, dans l'étude que j'ai faite pour mon mémoire, là, il y avait énormément de chiens bergers ou croisés bergers qui présentaient ces comportements, même s'il y avait zéro problème lié à la séparation, mais parce que aussi on les a sélectionnés pour être sensibles au mouvement, pour travailler en coopération de l'humain et tout. Donc, il n'y a rien d'anormal, tu vois. Mais c'est des trucs, la fonction de la race peut peut-être potentiellement jouer, par exemple, des races qui sont sélectionnées pour bosser en grande coopération avec l'humain, d'autres pas du tout, tu vois, enfin, ça peut potentiellement jouer. Après, c'est pas du tout prouvé et c'est juste des suppositions, mais voilà. Il y a aussi beaucoup de... Moi, j'ai pas mal de petites races. Des teckels, énormément de teckels, des cockers, tu vois, des races chiens de compagnie. Euh, Ça n'a pas spécialement de preuve de quoi que ce soit, hein. Il n'y a pas de dénominateur commun. Après, Non, c'est peut-être aussi parce que tu as plus de propriétaires qui ont des petits chiens et que du coup, c'est ce qui ressort ça le peut, plus. ça peut. Après, il y a plein de... Là, ce que je dis, ça, c'est pas du tout basé sur des recherches, hein, donc ça va prendre avec Oui. des pincettes. Mais en fait, si tu veux, il y a plein de choses. Les chiens qu'on appelle les lap dogs, c'est-à-dire les chiens de compagnie, les chiens qu'on met sur les genoux, tu vois, parce qu'il y a plein de races qui ont été créées pour ça. Bah, ce que je te disais tout à l'heure sur le côté attente de proximité physique, c'est il y en a beaucoup parce qu'on sait des chiens qu'on Oui. va plus facilement garder sur nous, prendre sur nous, machin. Ça veut pas dire qu'il faut
couper le lien d'affection ou se détacher ou je sais pas quoi. C'est juste que c'est un fait. Il y a des petits chiens qui vont avoir plus d'attente parce que tu ne veux pas prendre un Saint-Bernard sur tes genoux comme tu prends un teckel. Il y a aussi le fait de la petite taille pour certaines races, tu vois, par exemple les corgis ou les teckels, les petites pattes là, parce que tu vois, ils sont nains. Et quand tu te mets à leur place dans leur perception du monde, le monde des humains n'est pas du tout adapté. En fait, il doit y avoir des frustrations de partout. Enfin, je suis trop petit pour monter sur le lit. Je suis trop petit pour, je sais pas, avoir accès aux mains de mon humain. Ou tu vois, c'est pas comme le labrador qui peut te sauter dessus pour te lécher la face. Le teckel, s'il veut le faire, et ben en fait, il doit supporter la frustration. Donc en fait, je pense qu'ils sont un peu exposés à beaucoup de frustration au quotidien et du coup ça rabaisse aussi leur seuil de tolérance au fait de ne pas avoir accès à, tu vois. Et ça peut être intéressant. Donc après ça c'est des trucs enfin anecdotiques hein, mais en tout cas voilà. Sur les whippets, peut-être que si ça apparaît peut-être plus fréquemment, c'est peut-être lié, pas forcément au fait qu'ils sont plus sensibles à la solitude que d'autres, mais plus parce que c'est des races qui sont quand même assez sensibles et Ouais. qui peuvent, de façon récurrente, manquer de confiance en eux quand même, et qui vont être un peu enfermés aussi dans ce schéma-là, en fait. On voit quand même plus de whippets dormir sur des canapés que des whippets courir, à part c'est derrière en PVL. Donc, je pense que c'est peut-être soit de la sensibilité qui n'est pas suffisamment prise en charge, soit peut-être aussi un manque de, peut-être plus de développer plus la confiance en soi chez ces chiens-là particulièrement, mais il y en a plein d'autres, hein, je veux dire. Mais donc peut-être la sensibilité qui est clairement quand même plus importante que d'autres races, hein, qui pourrait faire que si c'est s'il y a plusieurs facteurs, le chien pourrait développer du malaise en étant seul parce qu'il y a pas mal de choses à travailler sur la confiance en soi, quoi. Et tu vois, il y a un autre truc intéressant, par exemple, pour dire à quel point ça peut être des petits trucs. Tu vois, c'est des chiens qui aiment pas trop, qui ont souvent froid quand même. Enfin, ils sont assez Oui. frileux. Et Mm. une des fonctions des comportements de proximité chez le chien, c'est réguler sa température, tu vois. Oui. Donc, chez ce type de race, tu as beaucoup de chiens qui vont avoir besoin d'avoir 50 000 plaids. Enfin, tu vois, le côté, OK, mon humain s'en va, mais c'est pas tellement peut-être l'humain qui cherche, c'est aussi la chaleur. Enfin, et du coup, s'ils n'ont pas d'autres moyens de se réchauffer, en fait, ça les fait monter en frustration. Enfin, tu vois, ça peut être plein de choses différentes. Mais c'est pour ça qu'il faut pas tout mettre sur le dos de l'hyperattachement ou je sais pas quoi, parce que vous Ouais. voyez que c'est beaucoup plus complexe et il y a beaucoup plus de causes qui n'ont rien à voir avec l'attachement ou quoi que ce soit. Oui. On dit que le premier et dernier d'une portée est plus anxieux, stressé, est-ce prouvé? J'ai jamais entendu moi. Non. Bon, bah, du coup, Evelyne, non. Bah, je crois pas. Après, j'ai pas Moi, tout je sais lu pas, sur j'avais Terre, jamais hein. entendu. Elle est très peu seule, mais quand je reviens, alors c'est Estelle, elle est très peu seule. J'ai dû louper la première partie de ton message. Elle est très peu seule, mais quand je reviens, je la récompense avec une friandise. Ce n'est peut-être pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a un risque qu'elle m'attende encore plus? Bah oui, du coup, je pense, en fonction du chien, si le retour est associé à un truc super cool, c'est possible que du coup, ça joue sur les attentes du chien. Après, je me dis, en fait, les chiens, déjà, notre retour, c'est un super truc. Donc, je sais pas si rajouter une friandise, ça change vraiment quelque chose ou pas. Je pense qu'il faut qu'elle fasse, c'est elle teste, elle voit comment ça évolue. Et puis, si c'est stable, c'est qu'il n'y a pas de problème. En fait, des fois, il faut aussi juste observer les choses, tester et ajuster en fonction. On n'a pas toutes les réponses comme ça, quoi. Ça dépend des individus. Dylan qui demande, avez-vous des livres, études à conseiller sur le sujet, des formations que vous recommanderiez? En français, du coup, je suppose. J'imagine. Bah, tout Je est sais. globalement écrit en anglais quand même hein, dans les études scientifiques. Dans les livres, pareil. Sinon, du côté du Québec, il va y avoir Les Anxieuses qui ont des articles, je pense. Et Claudine Prudhomme qui fait aussi des formations par-ci par-là. Bon, il y a mon blog, il y a plein de... Parce que des fois, j'oublie que j'ai mis plein d'articles sur mon blog, mais il y a plein d'articles sur mon blog. Et dans le blog, Oui, du coup, tu donnes quand même beaucoup d'informations, hein, même sur Insta, tes petits ouais.
celle-là, il y a quand même pas mal de. Ça va pas vous résoudre un problème d'anxiété de séparation, mais par contre, ça peut vous donner vachement de pistes pour comprendre ou pour essayer des choses, peut-être. Ouais, Avant de. et puis du coup, dans les articles que j'écris, il y a les sources. Donc, s'ils cherchent les articles scientifiques, ils peuvent cliquer dessus et il y a les liens. Donc, c'est Ça, bien. Et pareil, c'est sur ton site internet. c'est ça, oui. Ok, je mettrai les liens quand le live sera fini, je vous remettrai tous les liens d'Anaïs pour vous retrouver facilement. Et parce que sur le site, je pense qu'il y a aussi les livres. Donc, il y a un truc bibliothèque ou je sais pas quoi. Et il doit y avoir les 2 livres, voire 3. Mais c'est en anglais, par contre. Enfin, les livres. Pas comme beaucoup, hein. Ma chienne vient d'un élevage qui sèvre les chiots à 5 semaines pour que le chiot ne pleure pas en arrivant dans sa maison. Et ils s'en vendent sur son site. Du coup, ma chienne a de vrais problèmes et ce n'est pas la seule. Bah oui, tu m'étonnes. Voilà. Ok. Et ouais. Ok. Alors attends, Laura, une chienne qui détruit quand on la laisse dans la maison, voire qui agresse mort pour ne pas qu'on ferme la porte, Ouais. et qui, à l'extérieur, surveille le départ mais ne détruit pas. Donc À quand elle est à l'extérieur. l'extérieur. Dans le Est-ce que jardin, tu veux dire? oui, je pense que ça revient sur le jardin. Est-ce que c'est une bonne preuve qu'il s'agit effectivement d'une détresse d'isolement? L'extérieur est moins effrayant car on se sent moins enfermé. Oui, du coup, ce serait confinement, pas isolement. Mais oui, il y a des chiens pour qui le confinement plus l'isolement, ça ajoute double difficulté. Et du coup, en extérieur, ils peuvent être un peu moins tendus, mais je pense que elle est pas zen non plus, quoi. Donc, à Donc vérifier. là, il y a détresse d'isolement et problème de confinement en fait. Du coup, les deux. Bah, tu vois souvent ça chez les chiens qui ont été mis en cage. Du coup, tu testes l'absence sans cage ou cage porte ouverte. Et déjà, les symptômes baissent un peu en intensité. Ça ne veut pas dire que ça résout tout le problème parce qu'en fait, il y a eu sensibilisation entre-temps aux absences. Mais le confinement, ça permet beaucoup moins aux chiens de gérer, quoi. Parce que moi, pourtant, j'ai entendu que la cage, c'était comme une tanière. J'ai dit, putain, on n'a Je pas l'ai parlé de la tendu cage, la quoi. perche, là. C'était le moment où jamais là. C'était une très belle transition. Donc, du coup, la cage, c'est comme une tanière. Surtout si je la ferme la porte. Je précise, hein, parce qu'une cage avec une porte ouverte, c'est juste une maison, hein. Mais du coup, je précise porte fermée avant qu'on me saute dessus. Moi, on m'a dit que mon chien, dans sa cage porte fermée, il se sentirait comme dans une tanière et qu'il se sentirait mieux quand je m'en vais. Est-ce que du coup, ça, c'est bon, ce que tu viens de dire, je pense que tu vas le redire, mais est-ce que Oui. c'est important de faire ça? Est-ce que c'est pas une solution? Parce que du coup, par contre, du coup, il arrête de détruire mon canapé. J'en suis Ah quand même oui, un bah, ça c'est deuxième sûr. canapé. Mais du coup, il faut se demander, c'est une solution pour le chien ou pour l'humain, parce que ça, c'est important. Si les symptômes, les comportements dérangeants n'apparaissent plus pour l'humain parce que le chien est restreint, l'émotionnel de fond du chien reste là. Donc, en fait, qui panique dans toute la maison ou qui panique dans sa cage, euh, pour lui, c'est pareil, voire pire, parce que dans sa cage, il peut pas réguler sa température, il peut pas se coucher ailleurs, il peut pas bouger. Enfin, il y a quand même plein de trucs. Et aussi, surtout, généralement, on met le chien en cage comme ça de but en blanc et puis c'est bon, problème résolu. Non, ça va pas marcher, c'est pas une baguette magique. Dans tous les cas, il faut faire un travail progressif, etc., etc., quoi. Mais le risque, en fait, c'est que vous ayez un chien qui soit complètement éteint après. C'est ça, on le voit beaucoup. C'est le chien qui se dit, bah, je suis en cage, j'ai juste pas le choix, quoi. Donc, il est résigné. Mais la résignation, ça a beaucoup d'impact bah, sur la qualité de vie du chien. En fait, en général, ça fait un peu des états un peu dépressifs comme ça, quoi. Donc, c'est pas l'idéal pour le chien, pour sa qualité de vie, pour le lien. Par contre, si vous voulez laisser la porte ouverte, ça, c'est très bien. Parce qu'il y a des chiens qui aiment bien, c'est vrai, avoir des endroits plus cosy, mais porte fermée, je pense qu'on loupe le bénéfice du truc, quoi. Parce que s'il a envie d'aller dans sa tanière, bah, laisser la porte ouverte, ça fait aussi tanière, quoi. Donc voilà. Oui, ok. Donc, on va éviter la cage pour régler ce problème-là.
Oui. fermée. Est-ce qu'un jeune chien, 1 an, qui a des difficultés avec l'accès à son humain et qui chouine de détresse, doit être rassuré? Dans quel contexte? Johanna, je te laisse répondre. Certaines nuits, il pleure pour sortir dehors. Il est très sensible à plein de bruits de la vie quotidienne. Une fois qu'il a pisté autour de la maison, il ne dit plus rien. Il sort en extérieur tous les jours. Lors de nos absences, il ne prend pas la mastication uniquement. Chose à lécher, lui plaît plus, je pense. Oui, t'as pas de question là. C'est Je cherchais la question. oui. Ah bah Johanna elle dit elle répond pas à la question. Elle dit je pense qu'une séance avec Anaïs s'impose pour nous. Bah voilà. Bah écoute, il vaut mieux une séance et puis que elle vous donne des pistes de réflexion et peut-être au bout du compte en disant bah écoute, je pense que ça et ça devrait le faire. Tu me rappelles s'il y a besoin. Je sais pas comment tu fonctionnes, Anaïs, mais que de rester des fois dans le questionnement en se demandant si son chien il est bien et pas savoir trop quoi faire parce que c'est vrai que là-dessus c'est pas évident et c'est pas toujours évident de prendre du recul aussi par rapport à ce qui se passe à la maison. Donc ouais, moi je pense qu'il faut vraiment pas hésiter. C'est vraiment pas de l'argent balancé par les fenêtres, quoi, au contraire. Laura, je suis famille d'accueil pour une bully de la SPA. Le but, c'est qu'elle soit adoptée un jour. Elle peut être agressive si on tente de l'enfermer en cage. Elle détruit à la maison. Mais dehors, quand je la laisse dans une partie du jardin, pendant que je bricole plus loin, bien qu'elle ne soit pas tranquille, elle ne cherche pas autant à détruire. Donc du coup, là, c'est parce que on rajoute pas le confinement, en fait. Oui, c'est aussi parce que dans les jardins, il y a quand même plus de distractions, il y a moins de choses à détruire, enfin, et il n'y a pas le confinement, mais il y a plusieurs choses, oui. Après, je sais pas si l'émotionnel est vraiment différent ou pas. Ça, c'est toujours la question. Parce que, si tu veux, le degré de gravité des comportements n'équivaut pas toujours à l'intensité de la détresse émotionnelle. Il y a des chiens qui sont très calmes, mais qui sont vraiment dans le dur, Inhibe, quoi. Hein? ils peuvent s'inhiber Ah oui, oui, et complètement, oui. voilà. Du coup, ça dérange personne, mais ils sont pas bien du tout, C'est quoi. ça, ouais, ouais. Donc ouais. Enfin, je crois que c'est bon. C'était ça la question, oui, c'était sur le jardin, ouais. Alors, Katia, et quand ton chien pique tes affaires quand tu pars pour les mettre dans son panier, mais que sinon il est zen, que tu sois pas là, tout va bien, il va juste prendre ses doudous. Ouais, les chiens qui prennent des affaires de l'humain et qui les mettent dans son panier, c'est un élément rassurant pour eux. Bah oui, je pense. Moi, j'ai jamais vu faire ça, mais sûrement, oui, je pense. Moi, j'ai la Blue, souvent, elle prend une pantoufle. Ok. Quand je retrouve une pantoufle dans son panier. Pas tout le temps, mais ça arrive. Oui, je pense. Après, il y en a qui, tu vois, Moka, il dort tout le temps sur son doudou. Enfin, je pense qu'il y a quand même quelque chose soit de confort, soit de réassurance. Après, odeur, je sais pas, parce que la maison est pleine de vos odeurs, donc je pense qu'il faut peut-être pas. Enfin, tu vois, Ouais, mais souvent, les pantoufles, c'est autre chose quand même, hein. c'est pas la même odeur. Mais, C'est mais du concentré, tu vois. ouais, quand on dit, ah, mais laisse un t-shirt, ça va passer, c'est pas possible, en fait. Qu'est-ce que t'as, mon gars? C'est rien. Parce qu'en fait, tu laisses ton t-shirt, mais il est sur ton canapé qui est plein d'odeurs, donc forcément, enfin, tu vois, c'est ça qui est. C'est bon. Ça va pas apporter. Ouais. Déborah, est-ce que le fait de limiter l'espace accessible aide? Une pièce plutôt que tout l'appartement, par exemple. J'ai lu que plus l'espace est grand, plus le chien est stressé. Tiens, ça aussi, effectivement, c'est. Bah, en fait, il n'y a pas de vérité absolue. Alors, sachez que sur cette problématique, il n'y a pas de vérité absolue. Ça, c'est hyper important. Ça veut dire que dès que vous en lisez une, méfiez-vous et essayez de voir quelles sont les nuances possibles, en fait. Parce que c'est une question où il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et du coup, il faut pas plaquer des trucs, quoi. Mais ça dépend des chiens. Il faut tester. Il y a des chiens qui préfèrent être dans des endroits plus clos que d'autres. Il y a des chiens qui préfèrent avoir tout l'espace. Donc, c'est les préférences, tu vois, ça se teste, il faut voir. Laurence qui demande, existe-t-il une certification CSAT en français? CSAT, non, mais la SAPT, elle va être traduite en français, je crois. Voilà, c'est celle de Julie Naismith, pas Malena De Martini.
Après, voilà, les certifs sur l'anxiété de séparation, c'est très axé sur le côté technique, tu vois, de mise en place des protocoles, de training, de blablabla. Mais l'aspect de fond sur la gestion euh, du problème, en fait, enfin, moi, j'aime bien travailler comme ça. Mes bilans, on parle pratiquement pas de solitude parce qu'il y a tellement de choses à voir avant que bah, ça prend déjà du temps. On ne commence pas tout de suite le travail sur la solitude. Donc, creuse, enfin, le plus souvent, hein, ça arrive parfois, surtout quand il y a eu du travail avec d'autres pros en amont. Mais le plus souvent, il y a d'autres choses à voir. Et du coup, dans ces formations-là, tu vois que l'aspect faire les plans de travail, suspendre les absences, faire les protocoles, blablabla. Mais t'as pas l'aspect, ok, comment on reconnaît un chien qui a un seuil de tolérance très bas à la frustration, comment ça se bosse globalement, comment on bosse un trouble anxieux généralisé, c'est quoi un trouble panique, c'est quoi la différence, et du coup, dans la pratique, comment on accompagne le chien pour le soutenir de fond avant même de pouvoir mettre en place le protocole, parce que il y a des chiens en fait où la solitude c'est un symptôme juste du mal-être global. Et une fois que tu traites ça, bah, les comportements, c'est rare qu'ils disparaissent, mais en tout cas, ils baissent vachement. Et là, tu peux travailler dessus. Mais si tu commences direct là-dessus, ça craint, quoi, souvent, je pense. Est-ce que tu as vu des améliorations avec le Thunder Shirt? Alors ça, c'est une question qu'on me pose beaucoup. Moi, j'ai des clients qui l'utilisent, mais pour la phobie des bruits, tu sais, pour l'orage et tout. J'ai eu des bons retours comme des retours rien ne change. Ouais. Après, moi, je fais gaffe quand même à comment il est introduit, tu vois. C'est comme ça, j'avais vu, tu avais fait le casque anti-bruit. Parce que si tu le mets comme ça sur un chien qui a une tendance à s'inhiber, il va rester comme ça. Ah bah c'est bien, il a plus peur. Ah bah non, c'est juste que, Ça tu vois, marche! voilà. Donc ça, c'est assez souvent quand même, je trouve, avec les trucs là, les t-shirts et puis les casques et Oui. tout. Mais après, pareil, ça dépend des chiens. Il y a des chiens qui vont pas aimer être maintenus, il y a des chiens qui vont bien aimer. Ben, je sais pas. Moi, il y avait une chienne qui était très réceptive aux couvertures lestées, tu sais, les Ah oui. couvertures lourdes pour les orages, par exemple. Ça peut être plein de trucs différents, mais il n'y a pas de vérité absolue. D'accord. Oui. Alors oui, Prud'homme, du coup, Claudine Prud'homme, ok. José, j'essaie d'habituer Gauvin à mon absence. Il tient maintenant 2 minutes sans pleurer, mais je n'arrive pas à augmenter le temps sans qu'apparaissent les comportements de détresse. À ce train-là, dans 10 ans, il supportera 15 minutes sans moi. Point de suspension. Ouais, je comprends. Est-ce que tu as un conseil particulier à donner à José? La progression n'est pas exponentielle. La progression est exponentielle, justement. Ça veut dire que le temps que tu as pris pour faire les petites durées, le plus dur, c'est le début, c'est les bases, c'est les fondations. Après, c'est plus facile de reconstruire avec des morceaux de durée plus grands que 2 secondes, tu vois, parce qu'au début, c'est vraiment tout petit. Après, si vraiment le bloc est un plateau, c'est peut-être qu'il y a un souci dans la façon dont les entraînements sont faits. Peut-être qu'il y a un truc qui a été oublié dans le fond. Enfin, tu vois, ça peut être plein de choses. Parce que les protocoles, là, en fait, c'est très précis, hein, c'est très psychorigide, hein, vraiment. C'est chiant, c'est long. Enfin, je le dis, moi, je fais ça tous les jours et je l'ai fait avec Mocha, mais quand je dois le refaire avec Mocha, en fait, ça me saoule, quoi, tu vois. Donc, c'est hyper chiant. Mais c'est hyper précis. Et on peut très bien utiliser ce protocole et mal le mettre en place et créer des problèmes. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer au max si on peut bien sûr, parce que c'est cher hein, quand même qu'on se le dise, de se faire suivre par un pro. Et puis, ou alors regarder des formations en ligne ou des trucs comme ça. Il y a des formations en ligne, mais pareil, c'est en anglais. Mais je crois qu'il y en a une qui sort bientôt bah, avec Claudine Prudhomme, je me demande. Elle voulait faire un cours, tu sais, un cours en J'ai vu. autonomie là. Mais pareil, du coup, ça prendra pas en compte la nature du problème. Parce que au jour d'aujourd'hui, c'est un traitement non spécifique. Tu vois, c'est aussi ce qui est reproché. C'est on prend le chien, ah, il aboie quand il est seul, et bien on cherche pas à savoir, on fait le protocole. Moi, c'est pas comme ça que ça marche parce que je trouve que Non. c'est bancal. Et du coup, c'est difficile d'avoir des cours génériques en fait. Parce que Moi, c'est. je pense que c'est quand même du coaching, hein. Moi, je pense que vraiment cette problématique-là, elle nécessite un coaching.
Ouais. personnalisé. J'ai du mal à croire qu'on puisse faire quelque chose de générique, à Mm. part sur le protocole à mettre en place qui est assez scientifique finalement. D'ailleurs, moi, c'est vraiment Oui. ce qui m'a, ce que j'ai pas du tout et c'est pas du tout mon kiff de faire ça. Donc, c'est vraiment un truc sur lequel je me spécialiserai pas parce que ça me parle pas du tout. Et je pense que par contre, c'est obligatoire de passer par là. Mais, enfin, je pense que peut-être José essaie de voir, à te faire au moins aider pour voir, peut-être te faire accompagner, pareil sur une séance, pour voir si c'est peut-être, il y a peut-être besoin de débloquer un truc et puis tu continues tout seul si tu arrives à faire. Mais moi, je pense qu'il y a des choses, on a besoin d'un regard extérieur. Hein. Mais bon. Mais c'est vrai que c'est assez, c'est vraiment précis, quoi. Ah oui, 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 oui. Et Oui, oui, oui. oui. J'avais vu quelqu'un en parler, j'avais vu le webinaire. Bah, je suis allée au stage de Claudine Prudhomme, là, qui avait été donné Ouais. par Jérémy Serrinda. Et d'ailleurs, il y a une grosse partie sur la peur, hein, d'ailleurs, sur ce stage-là, et finalement une petite partie sur la mise en place du protocole auquel j'avais rien compris. Et puis après, j'ai fait le webinaire de Lisa Ouais. Longo et qui reprend vraiment le protocole et tout. Et effectivement, c'est très. Moi, pour moi, ça a vraiment une approche un peu la science du comportement, t'es dedans, quoi. Je veux dire, c'est Ouais. vraiment enfin, avec des vidéos, c'est hyper précis au niveau du timing, ça demande vraiment de la précision et de la rigueur. Oui, alors ça, c'est sûr. Mais je trouve que ça suffit pas, les protocoles. Il faut faire un truc de fond. Et souvent, c'est ce qui manque. On le fait pas du tout. On passe Ouais. direct au Ouais, pour moi, protocole. c'est indispensable aussi, hein, clairement. Hein. Voilà. Du coup, ouais, il faut faire gaffe quand même quelle tête a le bilan comportemental que vous faites. Si ça parle que de solitude, alors c'est que c'est vraiment votre chien, il a aucun problème à côté, quoi. Mais parce que je pense qu'il y a certains pros qui partent du principe que le général, c'est pas eux qui vont le faire, c'est un autre pro. D'accord. Tu vois. Ah oui. Mais du coup, bah, faut bien le dire parce que c'est très lié, quoi. Enfin, tu peux pas séparer. Laura qui dit, donc, est-ce que tu as des cas de réussite malgré le manque de suspension des absences? C'est Ah clairement oui, plus si on peut pas difficile à suspendre gérer. les absences. C'est ça la question. Les gens qui peuvent pas ne pas laisser le chien seul, est-ce qu'ils arrivent Le quand même temps à seul. mettre en place le travail? Ouais. Pas trop, non. Malheureusement. Toujours en fonction de la nature du problème, mais moi après j'attire des clients qui ont vraiment déjà tout essayé, donc j'ai vraiment que de la détresse émotionnelle, tu vois. J'ai jamais de cas de chien qui s'ennuie parce qu'en fait ils ont déjà vu 50 pros avant, ils leur ont tous dit bah rééquilibrer Oui, les ils ont besoins. déjà essayé tous les Voilà. trucs. Tu as déjà écrémé pas mal de possibilités de diagnostic. Donc moi, je me retrouve avec la crème de la crème. Et du coup, dans mes cas à moi, vu que c'est vraiment de la détresse, non. Parce que forcément, si le chien il est sensibilisé à côté, ça va pas rentrer les apprentissages, quoi. Donc c'est compliqué. Et c'est hyper lourd, hein. C'est vraiment dur d'arrêter de laisser son chien seul. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on imagine. Il faut le vivre pour le croire. C'est hyper isolant, c'est hyper anxiogène. Mais du coup, moi, j'ai plein de gardiens hyper créatifs, quoi, pour trouver des solutions de garde et tout. Moi, Moka, je le laissais en voiture. Enfin, tu vois, il y a quand même plein de choses à magouiller, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas facile en fonction du taf. Si tu as un taf de bureau 8 heures par jour, c'est quand même compliqué. Ou alors c'est un budget, quoi, de trouver des pros ou quelqu'un pour le garder. Oui, c'est pour ça que c'est très complexe comme trouble C'est du très comportement. complexe D'ailleurs, et c'est tu vois. Ouais, un des dis-moi. trucs qui entraîne pas mal d'abandon, quoi. Ah oui, oui, complètement, complètement. Et du coup, tu vois, je trouve moi, ce que j'aime bien dans ce sujet-là, c'est pas l'aspect psychorigide des protocoles, c'est le rapport à l'humain, parce que tu es vraiment sur un truc de coaching de l'humain où il faut vraiment s'entendre et accompagner l'humain dans la douceur, parce qu'en fait, ça intègre tellement de changements de routine dans la Mm. vie, de remise en question et tout, que bah, en fait, accompagner l'humain, c'est le plus gros du travail, parce que s'il n'y a pas ça, on fera jamais rien, en fait. Donc ouais, Mm. moi, c'est pour ça que j'aime bien cette problématique-là, c'est pas le côté militaire, mais en tout cas, voilà. Et du coup, tu vois, tu peux pas dire à quelqu'un, ah bah, faut suspendre les absences, point final, ciao. Tu vois, c'est pas possible. Tu peux le faire progressivement, tu peux essayer de dire, ah bah, est-ce qu'on peut essayer, je sais pas, un jour par semaine, après deux, tu vois, enfin, faut, faut être aussi progressif avec les gens qu'avec les chiens, parce que sinon, on s'en Bah, sort pas, quoi. sinon, ça se fera pas, quoi.
Voilà. Mais du coup, il n'y a pas tous les problèmes qui nécessitent une suspension des absences. C'est pour ça qu'il faut faire un vrai bilan comportemental. Parce Ok. que si moi, je suis pas honnête et que j'ai envie de vous faire payer mon forfait intensif, bah, je vous dis qu'il faut suspendre les absences et qu'il faut faire le forfait intensif et ciao. Alors que ça se trouve, je peux vous dire, faites ci, faites ça et le problème est réglé et puis c'est bon. Mais tu vois, c'est un peu à la mode en ce moment, ce sujet en termes de pro. Donc, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Et je pense que des fois, on surdiagnostique le problème pour faire des suivis intensifs, juste pour faire des suivis intensifs, quoi. Donc, essayez de bien faire un vrai bilan comportemental avec quelqu'un qui vous aiguillera vers le plus simple de base, en fait. Ok. Du coup, je vais enchaîner et on va finir par ça. Avec tes prestations, donc qu'est-ce que toi tu proposes concrètement comme coaching? Comment ça Alors, se passe si là, par exemple, dans les gens qui étaient là ce soir, il y en a qui disent, tiens, bah, ce serait peut-être bien que je contacte Anaïs. ouais. Est-ce que tu peux en dire plus? Alors, moi, du coup, je commence toujours par un bilan comportemental. Généralement, il va durer 2 heures où il y a tout un formulaire à remplir, des vidéos à m'envoyer. Enfin, voilà, je veux plein d'infos pour préparer le rendez-vous. Ensuite, on fait le bilan. Je fais le compte-rendu et les pistes de travail qui parfois n'ont rien à voir avec la solitude au début, souvent. Après, on laisse du temps, le temps de mettre en place le terrain pour apaiser le chien et que ça soit bien propice. Et après, on commence le suivi si besoin, s'il y a toujours besoin. Et après, le suivi intensif, en fait, on fait, enfin, comment expliquer? On a 2 consultes de 30 minutes par semaine pour faire un exercice, enfin, 2 fois un exercice ensemble, en direct, dont une réévaluation. Donc, ça veut dire qu'il y a une fois où, en fait, on laisse le chrono tourner pour voir où en est le chien dans son seuil, tu vois, voir si la semaine dernière, il faisait 1 minute, est-ce que là, il va faire 1 minute 30 ou 3 minutes. Et ça te donne ta durée maximum que tu dois pas dépasser la semaine d'après, tu vois, pour toujours rester dans la zone verte, blabla. Euh, et donc, à part ça, donc il y a 2 consultes par semaine et le reste de la semaine, moi, je suis disponible par WhatsApp. On s'envoie toutes les vidéos des exos. Je fais tous les plans de travail et puis on remplit le tableau de collecte de données parce qu'il faut quand même regarder les paramètres externes, les balades, blablabla. Donc, moi, ça me prend beaucoup de temps parce que tout le temps que je passe pas en consulte, je suis en train de regarder les tableaux des clients et de refaire les plans de travail et tout. Et il y a aussi un groupe Facebook avec les gardiens où on fait des zooms collectifs, tu vois, pour se détendre un peu parce que il faut quoi. Voilà. Et puis voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ça dure 4 semaines. Après, enfin, généralement, je fais 2 suivis intensifs max à la suite parce que c'est cher. Et après, on passe sur des forfaits beaucoup plus light parce que justement, les gens deviennent plus autonomes. Et Et ils savent ce qu'il faut faire. voilà, il n'y a pas besoin d'autant de consultes et il n'y a pas besoin d'autant de supervision. Ils peuvent continuer, mais ils aiment bien souvent que je garde un œil sur le truc ou au moins que je puisse répondre aux questions vite parce que tu vois, je suis assez disponible. Du coup, je prends un peu de clients en même temps parce que sinon, je m'en sors pas. C'est pour ça qu'il y a un peu d'attente quand même. Donc, D'accord. il faut savoir que je peux rarement prendre quelqu'un La direct, semaine quoi. prochaine. Oui. Et voilà, mais après, tu vois, une fois Et que... on peut prendre un bilan chez toi tout seul, Oui, 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 bien sûr. que toi, tu puisses évaluer s'il y aurait besoin d'un Ah bah, de toute accompagnement. façon, c'est toujours ça. Moi, je sais pas, hein, j'ai besoin de voir ce qui se passe. Donc, il y a des fois où il n'y a pas besoin, ou des fois, c'est pas la priorité, tu vois. Il faut bosser autre chose avant. Il faut, je sais pas, faire des examens veto, aller chez un vétérinaire comportementaliste. Enfin, il y a vraiment un acte des priorités à faire. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner quelques tarifs? Alors, attends, parce que je sais plus. Le bilan, c'est 65 € de l'heure, avec du coup le temps de prep et puis le temps de compte rendu derrière. Ok. Et je réponds aux questions pendant 2 semaines, s'il y a des questions sur le compte Ok. rendu, etc. Et les forfaits intensifs, ils sont à 430 les 4 semaines, les Sur full. 4 semaines, là? Mhm. Et après, bah, c'est des tarifs dégressifs aussi en fonction des besoins des gens. On fait un peu du sur-mesure en fait, parce que Tu fais des arrangements de paiement? paiement, alors je faisais, mais en fait, après m'être prise des carottes à plusieurs reprises, je ne fais plus, malheureusement. Par contre, il peut y avoir des réductions pour les tout petits revenus et les étudiants, par exemple.
Ok. Dans tous les cas, tu as tout noté sur ton site? Ouais, c'est ça, ouais. Tout c'est sur le site, les prestats, le blog, les tarifs, tout. Le formulaire de contact. Ouais, si les gens veulent te contacter, l'idéal, c'est le formulaire de contact sur ton Oui, site. parce que ça part dans mes mails et je réponds plus vite aux mails parce que les appels téléphoniques, la plupart du temps, j'oublie après, ou Insta ou Facebook. Ok. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? C'est à moi que tu demandes ou aux gens? Oui? Non, à toi. Non, on n'a rien oublié. Après, voilà, je pense qu'il est important, c'est de savoir que les gens sont pas seuls parce que on parle du chien, mais c'est ultra isolant pour l'avoir vécu. Tu as l'impression d'être princesse réponse. Tu peux rien faire. Tes proches, ils te comprennent pas. Tout le monde te reproche des trucs que t'as pas fait. Enfin, il y a toujours quelque chose. Au-delà de ça, tu rajoutes les pros derrière qui ont des discours super culpabilisants. Enfin, bref, il y a rien qui va, quoi. Donc, vous n'êtes pas tout seul. Il y a plein de galériens comme vous partout en France. Et ça se travaille, mais c'est compliqué, c'est complexe à travailler, mais ça vaut le coup parce que c'est des protocoles qui fonctionnent quand on utilise la trajectoire adaptée pour chaque problème, quoi. Mais ça se fait. T'as déjà eu des chiens qui n'ont pas réussi à progresser, où c'était tellement ancré qu'il y a eu un taux de réussite très très faible de Tellement progression? ancré, je sais pas si c'est un problème de tellement ancré ou pas ancré, c'est plus que parfois les besoins du chien et les besoins de l'humain sont pas compatibles. C'est-à-dire que j'ai pas mal de profils de chiens très anxieux, du coup qui vont être assez casaniers, assez routiniers, qui ont besoin d'être que ce soit prévisible et tout, qui sont avec des gens qui adorent faire la teuf, qui adorent partir en voyage, qui ont zéro routine, qui sont en mode chill. Et du coup, bah en fait, pour stabiliser le chien, tu as besoin qu'il soit apaisé. Du coup, tu as besoin d'un mode de vie adapté. Et tu peux pas toujours demander à l'humain de changer complètement de vie, quoi. Donc, parfois, il y a des gens qui juste choisissent de vivre avec un chien qu'ils peuvent pas laisser seul, quoi. Tu vois, ça arrive. Qui se disent, OK, le bénéfice temps, budget, machin, vaut pas le coup. Donc, c'est pas grave. Je préfère me démerder comme ça. Euh, Après, il y a beaucoup de cas où on parle de replacement parce que tu sais, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Donc, je pense que ça fait aussi partie du travail de pouvoir parler de tout ça et guider les gens parce que bah, c'est pas des situations faciles, quoi. Et puis, voilà, après, des cas qui réussissent pas, oui, parce qu'en fait, c'est long à bosser, hein. Enfin, il faut tenir sur la Oui, longueur oui, oui, en c'est tant ça. qu'humain. Oui, Et du coup, bah, c'est en fonction de la vie. Tu sais, des fois, il y a la vie, quoi. Enfin, tu peux pas toujours bosser aussi régulièrement. Et du coup, bah, tu peux laisser un peu tomber. Ou alors, t'as juste pas envie à ce moment-là de bosser. Mais, euh, mais voilà, mais sinon, quand tout est fait, s'il n'y a pas de problème de santé ni rien, ça avance, quoi. ok. On va rester sur cette note. On va finir sur Voilà. cette note. Tout le monde est ravi. Très intéressant. Karine qui dit donc Obsidienne sur Facebook, Ah oui, dire qu'on peut faire confiance à Anaïs les yeux fermés. Voilà, donc tu as réquisition. voilà. J'allais dire une fan, mais voilà, c'est un mot un peu pas très top. Vraiment très intéressant, super intéressant, Olivier. Voilà, il te remercie tous. Bah, merci Moi, à vous d'être merci venus. aussi. Je Ouais. savais que c'était passionnant. C'est un sujet qui est globalement assez peu abordé de manière générale, je trouve, bien que beaucoup de chiens aient cette problématique-là, et qu'on entende aussi beaucoup de mauvais conseils, en fait, qui datent un peu en plus maintenant quand même, mais qui restent encore assez récurrents parce que finalement, on n'en parle encore pas assez de cette problématique-là. Donc, allez sur l'Insta. Moi, c'est vrai que c'est beaucoup plus sur Insta que j'ai vu tes carousels que sur Facebook, je sais pas pourquoi. Oui, je suis Mais plus active sur Insta. ah, Ouais. donc, ils sont vraiment super. Tes carousels, justement, ils cassent vraiment les idées reçues et ils apportent vraiment de l'information. Ça, c'est top. Et puis, du coup, je mettrai tous les liens pour que vous puissiez éventuellement aller voir, du coup, les blogs, la bibliothèque, tout ça. Et puis, contacter Anaïs si vous en avez besoin. Ok, bah super. Bah merci en tout cas pour l'invitation. C'est cool d'avoir pensé à Avec moi. grand plaisir. Et Je te puis, remercie. on n'a pas pu tout aborder, mais c'était déjà pas mal, je pense. Non, on a bien dégrossi. Ouais.
Donc voilà. Après, s'il y a des questions, qu'ils n'hésitent pas aussi à recontacter et tout, hein. Ok, ça marche. Eh Merci ben, à toi. écoute, bonne Merci à soirée. tous. Je vous fais des gros bisous. Bonne fin Ciao. de semaine. Ciao, ciao.